Elle a été chassée par son mari parce qu'elle était incapable de lui donner de l'air. Puis un chef de la mafia lui a dit « Tu viens avec moi ». Le vent de novembre balayait les rues désertes de Chicago comme une lame recouverte de glace, apportant un froid qui s'insinuait dans la peau et s'installait profondément dans les os. Les lampadaires bourdonnaient et clignotaient au-dessus des trottoirs mouillés par la pluie, projetant de longues ombres agitées sur le bitume fissuré. Au loin, une sirène retentit puis s'évanouit dans le silence. Sur un banc rouillé à un arrêt de bus désert, une jeune femme était assise, recroquevillée, les bras serrés autour d'elle, comme si elle essayait de se maintenir en un seul morceau. Son manteau fin lui arrivait à peine au coude, ses genoux étaient repliés contre sa poitrine et ses épaules étaient rentrées. Elle semblait vouloir disparaître, comme si elle voulait que le chevalier l'engloutisse. Dans ses mains tremblantes, elle serrait une petite bague en argent, usée et rayée par des années d'utilisation. C'était tout ce qui lui restait, celle de sa mère, le dernier lien qui la reliait à quelque chose qui ressemblait autrefois à de l'amour. Elle s'appelait Vivian Cole, elle avait 27 ans, ses cheveux bruns étaient emmêlés et ternes, ses yeux bleu-gris étaient creux et distants. Une échymose décolorée entourait son poignet gauche comme une ombre qui refusait de partir. Dernièrement, son nom ne lui semblait plus être le sien. Pas après que son mari le lui ait crié comme une insulte. Inutile, brisée, défectueuse, avant de la pousser dehors et de verrouiller la porte derrière elle. C'était il y a 3 nuits, ou peut-être 4. Le temps s'était estompé dans un brouillard qu'elle ne pouvait traverser. Elle n'avait pas mangé. Elle n'avait pas dormi. Un ticket de bus froissé l'avait conduite de Pennsylvanie à la gare routière de Chicago. Mais une fois arrivée, elle n'avait nulle part où aller. Elle avait donc arpenté les rues de la ville. Quelqu'un lui avait volé son sac dans une station-service à la sortie de la ville. Son téléphone, son portefeuille, ses derniers 20 $, tout avait disparu. Elle était maintenant assise dans le noir, les lèvres gercées et ensanglantées, le corps endolori à des endroits qu'elle avait cessé de compter, l'estomac vide, la poitrine encore plus vide, la cicatrice sur son poignet palpitait à cause du froid. Un souvenir permanent de la nuit où Tyler l'avait serré si fort que l'ecchymose ne s'était jamais complètement résorbée. Elle avait perdu 2 bébés. 2. Elle avait pleuré le premier. Le second, elle l'avait perdu seule, allongée sur le sol de la salle de bain, tandis que Tyler regardait la télévision dans la pièce voisine. Il ne l'avait jamais emmenée à l'hôpital. Il avait dit qu'elle ne valait pas le coût des frais médicaux. Après cela, quelque chose en elle avait cessé d'essayer de survivre. Il ne reste plus rien, pensait-elle, les doigts serrant la bague jusqu'à ce que le métal s'enfonce dans sa paume. Plus rien qui vaille la peine d'être conservé. Elle ne pleura pas. Ses larmes s'étaient taries quelque part dans un bus Greyhound, et alors qu'elle fixait son propre reflet dans une vitre striée de pluie. La femme qui la regardait était une étrangère. Les joues creuses, le regard vide, un fantôme vêtu de sa peau. Le vent soufflait plus fort. Elle serra son manteau autour d'elle, mais cela ne changea rien. Le froid était désormais en elle. Puis des phares apparurent. Une escalade noire, élégante et silencieuse, ralentit au coin de la rue, puis s'arrêta. La porte arrière s'ouvrit. Des pas s'approchèrent, mesurés, en précipitation. Le cliquetis de chaussures coûteuses sur le béton humide, puis une voix. Basse, calme, dangereuse d'une manière qui n'était pas menaçante, juste absolue. « Tu vas mourir de froid d'ici. » Elle ne bougea pas. Elle ne leva pas les yeux. Son corps avait appris depuis longtemps que les hommes qui s'approchaient dans l'obscurité n'apportaient que rarement quelque chose de bon, mais cette voix n'était pas exigeante. Elle attendait. Lentement, elle leva la tête. L'homme se tenait à quelques mètres d'elle, grand, les épaules larges, les cheveux noirs repoussés en arrière, le visage qui semblait avoir été sculpté dans la pierre et adouci uniquement par l'épuisement. Ses yeux, d'un brun profond, presque noir, ne reflétaient ni pitié, ni jugement, seulement de la reconnaissance, comme s'il savait exactement ce que c'était que de tout perdre. Il ôta son manteau, un long manteau de laine noire qui coûtait probablement plus cher qu'une année de son ancien loyer, et le lui tendit. « Je ne te ferai pas de mal. » Elle ne le prit pas. « Pourquoi m'aideriez-vous » Il resta silencieux un instant, le regard baissé sur la bague qu'elle serrait dans ses mains, sur l'ecchymose sur son poignet, sur la façon dont elle sursauta alors qu'il n'avait pas bougé. « Parce que je sais à quoi ressemble quelqu'un qui a été rejeté, » dit-il. « Et je sais ce que l'on ressent quand on n'a plus rien à perdre. » Il posa le manteau sur ses épaules sans la toucher.
Il était encore chaud. Il sentait le bois de santal, la fumée et quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. La sécurité, peut-être, ou le danger déguisé en gentillesse. Je m'appelle Dominic Rossi. Ce nom la frappa comme une vague glaciale. Tout le monde à Chicago connaissait ce nom. On le murmurait dans les arrière-salles et les gros titres des journaux. La famille Rossi, une vieille fortune, un sang encore plus ancien. Le genre de pouvoir qui ne venait pas des salles de réunion. Elle aurait dû avoir peur, mais la peur exigeait une énergie qu'elle n'avait plus. Il y a un endroit non loin d'ici, continua-t-il. Sa voix ne s'élevait jamais, ne poussait jamais. Chaleureuse, rassurante. J'ai 3 enfants qui ont besoin de quelqu'un et vous avez besoin d'un endroit où aller. Elle le fixa du regard. Je ne vous demande rien, dit-il. Je vous offre une porte. Vous pouvez la franchir ou vous pouvez rester ici et laisser le froid achever ce qu'il a commencé. Ses doigts se crispèrent autour de la bague. Elle pensa à Tyler, au sol de la salle de bain, aux 2 vies qui lui avaient échappé avant même d'avoir eu une chance de voir le jour. Elle pensa à sa mère, qui avait porté cette bague jusqu'à sa mort, qui avait murmuré à l'adolescente Vivienne, « Quand tu n'as plus rien, c'est là que tu découvres qui tu es vraiment. » Elle regarda l'homme qui se tenait devant elle, un inconnu, un homme dangereux, un homme qui, pour des raisons qu'elle ne comprenait pas, s'était arrêté. Et lentement, péniblement, elle se leva. Elle ne prit pas sa main, mais elle le suivit. Si l'histoire de Vivienne vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Votre soutien nous aide à donner vie à d'autres histoires d'espoir, de survie et de seconde chance. Restez à l'écoute. Le voyage ne fait que commencer. L'escalade glissait doucement dans les rues désertes, et les lampadaires projetaient leur lumière à travers les vitres comme de faibles traînées de lumière brumeuse. Vive était assise en silence sur la banquette arrière, toujours enveloppée dans le manteau de Dominique, le parfum persistant du bois de santal et de la fumée de cigarettes flottant autour d'elle comme un voile étrangement protecteur. À l'avant, un homme chauve aux épaules larges comme un mur conduisait sans dire un mot, l'observant de temps en temps dans le rétroviseur avec un regard attentif mais pas hostile. Dominique était assis à côté d'elle, silencieux, regardant par la fenêtre, ne posant aucune question, n'insistant pas, comme si sa présence était la chose la plus normale au monde. Environ 15 minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant un petit restaurant niché dans une ruelle cachée. Une vieille enseigne en bois indiquait « La Famiglia » en lettres manuscrites effacées, et à l'intérieur, une lumière chaude et tamisée se répandait à travers les vitres embuées. Dominique ouvrit la portière de la voiture, ne lui tendit pas la main, se contenta de se lever et d'attendre. Vivienne descendit toute seule, les jambes tremblantes sur le trottoir mouillé. La porte du restaurant s'ouvrit et un vieil Italien aux cheveux blancs comme neige et au dos voûté sortit pour les accueillir. Quand il vit Dominique, il s'inclina profondément, presque plié en deux. « Seigneur Rossi, » dit-il d'une voix tremblante, empreinte de révérence, « c'est un honneur de vous accueillir. » Dominique se contenta d'un léger signe de tête, posa une main sur le dos du vieil homme dans un geste familier et conduisit Vivien à l'intérieur. Le restaurant était presque vide. Un seul homme était assis dans un coin éloigné, sirotant un verre, les yeux rivés sur eux avant de rapidement baisser le regard. Vivien reconnut ce regard. Ce n'était pas de la curiosité, c'était de la peur. C'était le genre de respect réservé à quelqu'un qui détient le pouvoir. Elle observa en silence la façon dont le propriétaire tira la chaise de Dominique, la façon dont il baissa la voix pour parler au serveur, la façon dont tout le monde dans cette pièce essayait d'éviter le regard de l'homme assis en face d'elle. Dominic Rossi n'était pas seulement un nom, c'était une force. Il s'assit en face à face dans le coin le plus isolé du restaurant. Dominique commanda une soupe au poulet, du pain chaud et de l'eau chaude sans lui demander son avis. Vivienne ne protesta pas. Elle n'avait plus la force de protester contre quoi que ce soit. Pendant qu'ils attendaient leur repas, elle aperçut son reflet dans un vieux miroir accroché au mur. La femme qui la regardait était un fantôme. Cheveux emmêlés, joues creuses, yeux bleu-gris réduits à 2 orbites vides. L'ecchymose sur son poignet ressortait sous la lumière jaune. Elle ressemblait à quelque chose qui avait été jeté, parce que c'était le cas. La soupe arriva, de la vapeur s'éleva du bol, et l'odeur familière lui retourna l'estomac. Elle leva la cuillère.
la main tremblante au point de presque renverser son contenu. Ils mangèrent en silence. Dominic ne lui demanda pas d'où elle venait, ne lui demanda pas qui elle était, ne lui demanda pas ce qui s'était passé. Il resta simplement assis là, buvant de temps en temps une gorgée de café, le regard fixé sur la fenêtre, comme si son esprit était ailleurs. Au bout d'un moment, il prit la parole d'une voix basse et fatiguée. « J'ai 3 enfants. Ma femme est décédée il y a 3 ans. » Viviane leva les yeux, surprise. Dominic ne la regardait pas. Il fixait son café comme s'il se parlait à lui-même. Depuis, j'ai essayé de tout faire. Père, mère, protecteur. Mais je ne suis pas doué pour ces choses-là. Les enfants ont besoin de quelqu'un. Pas quelqu'un pour remplacer leur mère. Juste quelqu'un qui soit là. Il se tut, puis la regarda pour la première fois depuis qu'il s'était assis. « Et vous? » Vivien baissa les yeux. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Pourtant, il y avait quelque chose dans son regard, dans sa façon de demander sans exiger, qui la poussa à prononcer les mots qu'elle pensait avoir enfouis à jamais. « Je ne peux pas les garder, dit-elle d'une voix rauque et éraillée. J'en ai perdu 2, et à cause de cela, j'ai été jetée à la rue comme une chose cassée. » Dominic ne montra aucune pitié, aucune tristesse artificielle comme celle à laquelle elle s'était habituée. Il se contenta de la regarder, puis dit avec une certitude inébranlable, « Vous n'avez pas été jeté, vous vous êtes échappé. » Vivien cligna des yeux. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Il se pencha vers elle. « J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à m'occuper des enfants. Tu as besoin d'un endroit où vivre, sans attache, sans condition. Tu peux partir quand tu veux. » Elle le regarda, le cœur battant lentement dans sa poitrine vide. « Pourquoi? » demanda-t-elle pour la 2e fois cette nuit-là. « Pourquoi m'aides-tu? » Dominic resta silencieux pendant un long moment. Puis il répondit d'une voix si douce qu'elle faillit ne pas l'entendre. « Parce que je sais ce que c'est que de se tenir dans le noir et de n'avoir plus aucune raison de continuer. » Vivian ne répondit pas. Elle baissa les yeux vers le bol de soupe, désormais à moitié refroidi. Puis elle prit la cuillère et continua à manger, une cuillerée après l'autre, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. C'était la première fois depuis plusieurs jours qu'elle finissait un repas, et lorsqu'elle posa la cuillère, elle hocha la tête. Juste un petit signe de tête, mais c'était tout ce dont Dominic avait besoin. La voiture quitta le centre-ville, glissant dans des rues de plus en plus calmes et désertes, les lampadaires se faisant de plus en plus rares, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que l'obscurité et des rangées d'arbres imposants de chaque côté de la route. Vive regardait par la fenêtre, observant le monde défiler comme un rêve flou. Elle ne savait pas où elle allait. Elle n'était même pas sûre que cela lui importait encore. Environ 20 minutes plus tard, l'escalade ralentit et s'arrêta devant un énorme portail en fer. 2 piliers de pierre massifs s'élevaient dans la nuit, surmontés de lions de bronze figés dans un rugissement menaçant dans l'ombre. Des caméras de sécurité étaient fixées à tous les angles. Des lumières infrarouges clignotaient en rouge comme des yeux qui ne cessaient jamais de surveiller. Un homme vêtu de noir sorti d'une guérite s'inclina lorsqu'il reconnut le véhicule et se dépêcha d'ouvrir la porte. Vivien sentit son cœur battre plus fort. Ce n'était pas la maison d'un homme d'affaires ordinaire. Se racle la gorge. C'était une forteresse. La voiture roula le long d'une longue allée pavée, bordée de jardins parfaitement entretenus, même en plein hiver. Puis le manoir apparut, haut de 3 étages, construit dans un style italien classique avec des colonnes de pierre blanche, des balcons incurvés, de hautes fenêtres étroites, d'où s'échappait une lumière jaune et chaleureuse. Mais cela ne suffisait pas à adoucir l'aspect froid et imposant du bâtiment. Il était magnifique, mais c'était de la beauté du pouvoir, pas celle de l'hospitalité. Dominic ouvrit la porte et sortit le premier. « Vous devez savoir, dit-il d'une voix basse et claire dans la nuit calme, que vous serez en sécurité ici. Personne n'entre sans ma permission. » Vivian descendit les marches, ses pieds touchant la pierre froide. Elle leva les yeux vers la maison, puis vers les hommes en noir postés tout autour du terrain, leur regard glissant sur elle avant de se détourner comme si elle n'était qu'un détail insignifiant. Elle comprit que c'était le monde de Dominic Rossi, un monde qu'elle n'avait jamais connu et dans lequel elle n'aurait peut-être jamais dû entrer. Mais elle était là maintenant, et elle n'avait nulle part où aller. La porte d'entrée s'ouvrit avant même qu'il n'atteigne les marches. Une femme d'âge moyen se tenait là, corpulente, les cheveux noirs parsemés de gris soigneusement attachés dans la nuque, le visage sévère mais pas méchant. Elle portait des vêtements simples et propres,
et ses yeux bruns perçants balayèrent Vivian de la tête aux pieds, sans la juger, seulement en l'évaluant. Voici Rosa Martinez, dit Dominique. C'est elle qui s'occupe de tout dans cette maison. Rosa, voici Vivian. Elle va rester ici. Rosa acquiesça, son regard s'attardant un bref instant sur l'ecchymose au poignet de Vivienne avant de se détourner. Suivez-moi, dit-elle d'une voix plus chaleureuse que ne le laissait supposer son apparence. Vivienne jeta un coup d'œil à Dominique. Il acquiesça légèrement, puis se retourna et se dirigea vers le couloir opposé, sa grande silhouette se fondant dans l'ombre. Vivienne suivit Rosa à travers un vaste hall d'entrée, le sol en marbre glacé sous ses chaussures fines. Le mobilier était luxueux et coûteux. Des peintures à l'huile ornaient les murs. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus de leur tête. Pourtant, il manquait quelque chose. Il n'y avait ni rire, ni odeur de nourriture, ni signe de vie. La maison était belle comme un musée et froide comme une tombe. Elles montèrent les escaliers et empruntèrent un long couloir bordé de portes fermées qui semblaient garder leur silence à l'intérieur. Rosa s'arrêta devant une pièce au bout du couloir, ouvrit la porte et s'écarta. « Votre chambre, dit-elle. Il y a un verrou à l'intérieur. Personne ne peut entrer si vous ne le souhaitez pas. » Vivian entra et eut le souffle coupé. La pièce n'était pas grande, mais elle était chaleureuse. Un lit double recouvert de draps blancs immaculés, une couette épaisse, des oreillers moelleux, des rideaux couleur crème, une petite table près de la fenêtre, une lampe de chevet diffusant une douce lumière dorée. Une autre porte menait à une salle de bain privée. C'était la plus belle chambre qu'elle ait jamais vue de sa vie, et elle était destinée à elle. Elle resta là, ne sachant que faire, ne sachant que dire. Elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna. Dominique se tenait dans l'embrasure de la porte, mais le visage toujours impassible, mais le regard légèrement adouci. « Repose-toi cette nuit, dit-il. Demain, tu rencontreras les enfants. » Puis il se détourna, ses pas s'éloignant dans le couloir. Rosa la regarda une dernière fois et ferma doucement la porte. Vivian se retrouva seule dans le silence de la pièce. Elle s'approcha du lit, tremblante, effleurant le drap du bout des doigts. Doux, propre, réel. Elle toucha les oreillers, la couverture, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. Puis elle entra dans la salle de bain, la lumière s'alluma, douloureusement vive, et elle se vit dans le miroir, tel un squelette ambulant. Ses cheveux étaient emmêlés comme un nid d'oiseau, son visage était cendré, ses lèvres gercées, ses yeux enfoncés et sans vie. L'ecchymose sur son poignet ressemblait à une malédiction impossible à effacer. C'était ce que Tyler avait fait d'elle. C'était ce qui restait après 4 années d'enfer. Et pour la première fois depuis des jours, Vivienne pleura, non pas à chaudes larmes, mais en silence, sans fin, comme un barrage qui cède après avoir trop longtemps résisté. Elle pleura pour les 2 enfants qui ne naîtraient jamais. Elle pleura pour la mère qu'elle avait perdue. Elle pleura pour la jeune fille qui croyait autrefois en l'amour et qui avait été brisée pour cette croyance. Elle pleura jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus de larmes. Puis elle prit une douche. L'eau chaude coula sur elle, emportant la poussière de la route, emportant la sueur froide, emportant un morceau de ce sombre souvenir. Elle resta sous le jet jusqu'à ce que sa peau rougisse et que la vapeur embrume la pièce. Quand elle sortit, elle trouva des vêtements de nuit propres posés sur le lit. Rosa les avait laissés là. Elle les enfila, le coton doux caressant sa peau comme une étreinte. Puis elle se glissa dans le lit, remonta la couverture jusqu'à sa poitrine et serra dans son poing la bague en argent de sa mère. Pour la première fois depuis longtemps, elle était allongée dans un vrai lit. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en sécurité. Et dans l'obscurité chaleureuse de cette pièce inconnue, Vivienne Cole s'endormit. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux et déposait une bande dorée et chaude sur le visage de Vivienne. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant fort et vite, s'assit bien droite, paniquée, ses yeux balayant la pièce inconnue, tandis que son esprit mettait quelques secondes à comprendre. Des draps blancs, une couverture douce, des rideaux crème. Ce n'était pas l'appartement sombre de Pennsylvanie, ce n'était pas Tyler. Elle était dans la maison de Dominic Rossi. Elle était toujours en sécurité. Sa respiration se stabilisa lentement. Elle baissa les yeux vers sa main, où la bague en argent de sa mère reposait toujours, serrée si fort qu'elle avait laissé une marque rouge sur sa peau.
Elle avait dormi toute la nuit sans faire de cauchemar, ce qui était si rare qu'elle avait presque oublié que cela pouvait arriver. Elle se leva, se lava le visage et se brossa les cheveux avec le peigne que Rosa avait laissé sur la table. Dans le miroir, elle avait toujours l'air épouvantable, mais moins qu'hier soir. Au moins, ses yeux n'étaient plus injectés devant. Au moins, elle avait passé une vraie nuit de sommeil. Elle ouvrit la porte et sortit dans le couloir silencieux. À la lumière du jour, la maison n'était pas moins imposante, mais la lumière naturelle adoucissait son aspect froid. Elle suivit l'odeur de la nourriture en descendant les escaliers, traversa l'immense salon et trouva la cuisine. Rosa se tenait devant la cuisinière, retournant des œufs dans une poêle. Elle se retourna au bruit des pas et salua d'un signe de tête. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle d'une voix toujours basse mais moins distante que la veille. Vivienne acquiesça, mieux que depuis longtemps. Rosa posa une assiette d'œufs et de pain grillé devant elle, puis lui versa un verre de jus d'orange. « Mange, tu auras besoin de force. » Vivien s'assit et commença à manger. La nourriture était si bonne qu'elle en avait presque les larmes aux yeux. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où on lui avait servi un vrai petit déjeuner. Pendant que Vivien mangeait, Rosa s'appuya contre le comptoir, les bras croisés sur la poitrine. « Je devrais te parler des enfants avant que tu les rencontres, dit-elle. Vivien leva les yeux et écouta. Marco est l'aîné, il a 9 ans. Il est difficile d'approcher et froid. Il ne fait confiance à personne depuis la mort de sa mère. Il a fait fuir 4 nounous au cours des 2 dernières années. Rosa fit une pause et poussa un soupir fatigué. Isabella, que tout le monde appelle Bella, a 6 ans. Elle est sensible, pleure facilement et fait souvent des cauchemars. Elle ne parle pas beaucoup, mais elle observe tout. Et Léo, 4 ans. C'est le plus gentil, ouvert, toujours souriant, mais c'est aussi celui qui se souvient le moins de leur mère, car il était trop petit quand cela s'est produit. Vivienne avala une bouchée de pain grillé et sa gorge se serra sans prévenir. « C'est arrivé. Pouvez-vous m'en parler ?» demanda-t-elle doucement à propos de leur mère. Rosa resta silencieuse pendant un long moment, le regard perdu vers la fenêtre. Lucia, c'était la meilleure personne que j'ai jamais connue. Belle, douce. Elle aimait ses enfants plus que tout au monde. Elle est morte il y a 3 ans. La fusillade. Il visait un monsieur Dominique, mais c'est elle qui a été touchée, juste devant les enfants. Vivien sentit son estomac se nouer. Elle comprenait maintenant. Elle comprenait pourquoi la maison semblait si froide. Pourquoi Dominique avait le regard d'un homme qui avait tout perdu. Pourquoi les enfants avaient besoin de quelqu'un, mais ne parvenaient pas à faire confiance à qui que ce soit. Avant qu'elle n'ait pu parler, le bruit de pas précipités retentit dans le couloir. Boum, 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 puis un petit garçon fit irruption dans la cuisine comme un petit tourbillon. Ses boucles brunes partaient dans toutes les directions. Il avait de grands yeux ronds couleur sucre brun clair et des joues pleines et roses. Il portait un pyjama imprimé de super-héros et des chaussettes dinosaures aux pieds. Il s'arrêta net lorsqu'il vit Vivienne. Ses yeux s'écarquillèrent encore plus et sa bouche s'ouvrit. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une petite voix curieuse. « Êtes-vous une princesse? Vous avez l'air triste, comme les princesses dans les films. » Vivienne cligna des yeux, prise au dépourvu, puis, pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. C'était un petit sourire timide, mais il était sincère. « Non, je m'appelle juste Vivien. » Le garçon pencha la tête. « Vivi. Je peux t'appeler Vivi? » Elle acquiesça. « Bien sûr. » Le garçon sourit largement, dévoilant l'espace laissé par une dent de devant récemment tombée. « Je m'appelle Léo. J'ai 4 ans. Tu aimes les super-héros? » « J'aime les super-héros. Mon papa est aussi un super-héros, mais il ne porte pas de cape. » Rosa lui tendit doucement une assiette de pâtisserie. « Assieds-toi et mange, Léo. Ne dérange pas Vivien. » Léo grimpa sur la chaise à côté de Vivien, balançant ses jambes qui ne touchaient pas le sol. Il la regarda avec une expression qui ne trahissait aucune méfiance, claire comme un ciel après la pluie. Une autre petite silhouette apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Une petite fille aux longs cheveux noirs et aux grands yeux bruns, timide et à moitié cachée derrière le cadre, observait Vivien à travers l'étroite ouverture. « Bella » appela Rosa doucement. « Viens dire bonjour à ma sœur Vivien. » « Ma chérie » la fillette ne répondit pas. Elle resta là, à observer comme un petit chevreuil qui se demande si un étranger est dangereux. Vivienne ne la pressa pas. Elle lui offrit simplement un sourire doux,
puis se retourna vers son assiette. Elle comprenait ce sentiment, la peur des nouvelles personnes. Puis une autre voix retentit, froide et aiguë. « Qui êtes-vous » Vivienne leva les yeux. Et un garçon se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés sur la poitrine, les yeux plissés de suspicion. Il était plus grand que les deux autres. Ses cheveux étaient noirs comme ceux de Dominique, son visage déjà anguleux, bien qu'il n'ait que 9 ans. Son regard balaya Vivienne comme s'il évaluait un ennemi. « Encore une nouvelle nounou » demanda-t-il d'un ton sarcastique. « Combien de temps vas-tu tenir? 1 mois? 2 semaines? » Vivienne posa sa fourchette et le regarda droit dans les yeux. Sans broncher, sans crainte. « Je ne suis pas venu ici pour remplacer qui que ce soit. » Marco resta immobile pendant une seconde, puis éclata d'un rire méprisant. « Très bien, car personne ne peut la remplacer. » Il se retourna et s'éloigna, ses pas résonnant bruyamment sur le sol en pierre. Léo regarda son frère partir, puis se tourna vers Vivienne, l'air inquiet. « Marco n'aime personne, Pauline. Il est très triste. » Vivienne regarda le plus jeune des garçons et sentit son cœur se serrer. Elle comprenait. Elle comprenait la colère, la douleur qui se cachait sous cette carapace dure. Elle avait été comme ça, elle aussi, autrefois. Des pas lourds retentirent derrière elle. Elle se retourna. Dominique se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, l'épaule appuyée contre le cadre, le regard fixé sur la scène. Ses yeux s'attardèrent un instant sur Vivienne. Puis il fit un petit signe de tête, juste un signe de tête, mais elle comprit. C'était un encouragement. C'était sa façon de lui dire qu'elle avait bien fait. Et d'une certaine manière, cela signifiait plus que tous les compliments qu'on lui avait jamais faits. Une se racle la gorge, semaine passa. Vivienne trouva peu à peu ses marques dans cette maison inconnue. Chaque matin, elle se réveillait avant le lever du soleil et descendait à la cuisine pour aider Rosa à préparer le petit déjeuner. Elle apprit à réchauffer le lait de Léo à la bonne température, à couper le pain en forme d'étoile parce que Bella ne mangeait que du pain en forme d'étoile, et à mettre les œufs de Marco dans une assiette à part parce qu'il n'aimait pas que ses aliments se touchent. Ce n'étaient que des détails, mais elle se souvenait de chacun d'entre eux. Après le petit déjeuner, elle emmenait les enfants à l'école. Vin conduisait et elle s'asseyait à l'arrière avec les 3 enfants. Léo s'asseyait toujours à côté d'elle, agrippant la manche de sa chemise comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Il parlait sans arrêt des super-héros, des dinosaures, de la tortue qu'il avait vue dans un livre, de tout ce qui lui passait par la tête. Vivienne écoutait chaque mot, non pas parce qu'elle le devait, mais parce que cette voix jeune et sans défense était le plus beau son qu'elle ait entendu depuis des années. L'après-midi, elle l'asseyait et des cigarines de Siam. Elle allait les chercher, les ramenait à la maison et les aidait à faire leurs devoirs. Léo était encore trop petit pour avoir de vrais devoirs, alors il s'asseyait à côté d'elle, griffonnait sur du papier et déclarait que c'était un super-héros volant dans le ciel. Bella faisait son travail en silence, jetant parfois un coup d'œil à Vivienne à travers le rideau de ses longs cheveux noirs. La jeune fille ne lui parlait pas, mais elle ne se cachait plus derrière les portes non plus. Parfois, Bella posait un dessin sur la table près de Vivienne et s'enfuyait avant même que Vivienne ait pu la remercier. Des dessins simples, des fleurs, des papillons, une maison. Vivienne les gardait tous, les empilant soigneusement dans un tiroir de son bureau comme de petits trésors. Marco, en revanche, ignorait complètement son existence. Il se levait tôt tout seul, préparait ses affaires, faisait ses devoirs tout seul. Quand Vivienne lui apportait à manger, il ne la regardait pas. Quand elle lui demandait s'il avait besoin d'aide, il répondait non d'une voix froide et fermait la porte de sa chambre. Vivienne n'insistait pas. Chaque soir, elle déposait simplement son repas devant sa porte. Elle pliait discrètement ses vêtements propres et les posait sur son lit pendant qu'il était à l'école. Elle vérifiait discrètement s'il avait mangé, s'il avait dormi, s'il était malade. Elle n'attendait pas de gratitude. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait seulement besoin de savoir que le garçon de 9 ans qui portait une douleur trop grande pour son corps allait bien. Puis, une nuit, elle entendit des pleurs. Vivienne se réveilla en sursaut, le cœur battant à toute rompre. C'étaient des petites sanglots étouffés, comme si quelqu'un essayait de les retenir. Elle jeta la couverture et courut dans le couloir. Le bruit venait de la chambre de Bella. Elle poussa la porte et la faible lueur de la veilleuse éclaira le visage de la petite fille, mouillée de larmes. Belliane était assise sur le lit, les bras enroulés autour d'un oreiller, le corps tremblant.
Maman, murmura l'enfant. Maman, ne pars pas. Le cœur de Viviane se serra. Elle s'approcha, mais ne la toucha pas. Elle connaissait ce sentiment, la peur d'être touchée quand on est à vif et brisé. Elle s'assit à côté du lit, gardant juste assez de distance pour que Bella sache qu'elle était là, mais pas assez près pour qu'elle se sente menacée. Et elle se mit à chanter, une berceuse que sa mère lui chantait tous les soirs avant de mourir. Vivienne ne se souvenait pas de toutes les paroles, mais la mélodie était toujours là, gravée profondément dans sa mémoire. Sa voix était faible et rauque, et pas du tout jolie, mais elle chanta quand même, ligne après ligne, mot après mot. Bella cessa peu à peu de trembler. Les larmes coulaient en toujours, mais elle avait arrêté de pleurer. La fillette regarda Vivien, les yeux rougis, épuisée, confuse, puis une petite main se tendit, toucha celle de Vivien et la serra fort. Vivien cessa de chanter. Elle baissa les yeux vers la petite main qui serrait la sienne, les doigts doux et chauds. Elle ne bougea pas. Elle ne parla pas. Elle resta simplement assise là et laissa Bella la tenir jusqu'à ce que la respiration de la fillette se stabilise, jusqu'à ce que ses yeux se ferment enfin. Bella s'endormit, mais sa main ne lâcha pas prise. Vivien resta là toute la nuit, le dos appuyé contre le côté du lit, les yeux fixés sur l'obscurité au-delà de la fenêtre. Elle ne dormit pas, mais elle n'était pas fatiguée. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait utile. Le lendemain matin, alors que Vivien préparait le petit déjeuner, une petite silhouette apparut à côté d'elle. Bella, la petite fille, se tenait là, tripotant l'ourlet de sa jupe, les yeux fixés sur le sol. Puis elle leva les yeux, sa voix aussi faible qu'un souffle. « Tu vas rester? » Vivien s'agenouilla pour se mettre à la hauteur du visage de l'enfant. Elle regarda dans ses yeux bruns, à la fois impatients, craintifs et pleins d'espoir, et répondit d'une voix douce mais assurée. « Tant que tu voudras que je reste. » Bella l'observa longuement. Puis elle sourit. C'était le premier sourire que Vivien voyait sur ce visage. Petit et fragile, mais réel, et il signifiait plus que tout. Un soir, après avoir couché les enfants, Vivien descendit à la cuisine pour boire un verre d'eau. La maison était plongée dans l'obscurité, seule une lueur provenant du bout du couloir du rez-de-chaussée, le bureau de Dominique, venait la troubler. Elle n'avait aucune intention d'espionner. Elle ne faisait que passer, mais la porte était légèrement entr'ouverte et les voix tendues qui s'en échappaient ralentirent ses pas. Dominique était assis derrière son bureau, le visage froid comme la pierre. Vance se tenait à côté de lui, les bras croisés, et il y avait 3 autres hommes qu'elle n'avait jamais vus auparavant, tous vêtus de costumes noirs, le regard acéré comme des couteaux. Ils parlaient italien, rapidement et durement. Vive ne comprenait pas grand-chose, mais elle entendit un nom répété à plusieurs reprises. Moretti et un autre mot, minaccia, menace. La voix de Dominique les interrompit, glaciale et lourde d'autorité. Il dit quelque chose qui fit taire la pièce instantanément. Puis son regard se porta vers la porte et s'arrêta sur Vivienne. Elle se figea, le cœur battant à tout rompre. Dominique n'était pas en colère. Il la regarda seulement un bref instant, puis fit un petit signe de tête vers le couloir. « Va !» Vivienne se retourna et s'éloigna. Ses pas étaient plus rapides que d'habitude. Elle n'alla finalement pas chercher l'heure. Elle retourna directement dans sa chambre, ferma la porte, s'assit sur le lit et tenta de contrôler sa respiration saccadée. Elle savait que Dominique Rossi n'était pas un homme ordinaire. Elle le savait depuis la première nuit, à la façon dont les gens s'inclinaient devant lui, aux hommes armés postés un peu partout. Mais elle s'était forcée à ne pas y penser jusqu'à présent. Le lendemain matin, après que les enfants soient partis à l'école, Vivienne trouva Rosa dans la cuisine. Rosa était en train de sécher la vaisselle, le dos tourné. « Je voudrais te demander quelque chose », dit Vivienne d'une voix calme mais assurée. Rosa ne se retourna pas. « À propos de M. Dominique ?» Vivienne acquiesça, même si Rosa ne pouvait pas la voir. « À propos de cette famille, la famille Rossi, qui sont-ils vraiment ?» Rosa posa la vaisselle et poussa un soupir las. Puis elle se retourna, ses yeux bruns rencontrant directement ceux de Vivien, sans détour, sans se cacher. « Monsieur Dominique est un homme puissant, dit-elle lentement. Tout n'est pas légal, mais il protège sa famille à tout prix. C'est tout ce que vous devez savoir. » Vivien déglutit. « Vous voulez dire qu'il est mafieux ?» Rosa ne le nia pas.
Elle se contenta de regarder Vivienne avec des yeux calmes. La famille Rossi contrôle Chicago depuis 3 générations. Monsieur Dominic n'a pas choisi cette vie, mais il y est né, et il fait ce qu'il faut pour protéger les personnes qu'il aime. Le sol semblait se dérober sous les pieds de Vivienne. La mafia. Elle vivait dans la maison d'un parrain de la mafia. Elle s'occupait des enfants d'un homme qui avait peut-être tué, qui était peut-être recherché par des ennemis, qui pouvait la mettre en danger simplement en la gardant ici. Son premier réflexe fut de s'enfuir, de rassembler ses quelques affaires, de franchir la porte et de ne jamais se retourner. Elle s'était déjà échappée une fois. Elle pouvait le refaire. Mais alors, elle regarda par la fenêtre. Léo jouait dans le jardin, poursuivant un papillon, son rire clair et joyeux. Bella était assise sur un banc en pierre, la tête penchée sur son dessin, ses cheveux noirs tombant comme un rideau sur son visage. Et Marco se tenait seul sous un arbre, en train de lire, les épaules voûtées comme s'il portait le poids du monde entier sur ses épaules. 3 enfants sans mère, effrayés, brisés comme elle. Ils n'avaient pas choisi cette vie, pensa-t-elle, tout comme elle n'avait jamais choisi la sienne. Elle baissa les yeux vers sa main, vers la légère cicatrice sur son poignet. La bague en argent de sa mère reflétait la lumière du soleil avec un éclat doux. Qu'est-ce que sa mère lui avait toujours dit? Quand tu n'as plus rien, c'est là que tu apprends qui tu es vraiment. Elle n'avait plus rien, mais elle pouvait être quelque chose pour ses enfants. Elle se tourna vers Rosa. « Je vais rester. » Rosa l'observa longuement, puis acquiesça, le coin de sa bouche se relevant légèrement. Pour les enfants, Vivien acquiesça. Pour les enfants, pas pour Dominic, pas pour cette maison luxueuse, pas pour la fausse promesse de sécurité, mais pour 3 enfants brisés qui avaient besoin de quelqu'un pour rester. Et cette fois, elle serait cette personne. 2 semaines passèrent. Marco était toujours aussi distant. Le garçon de 9 ans traitait Vivien comme si elle était un fantôme, la regardant sans la voir, passant devant elle sans même lui jeter un regard. Les assiettes de nourriture qu'elle laissait devant sa porte étaient toujours mangées, mais il ne la remerciait jamais. Les vêtements qu'elle pliait soigneusement sur son lit étaient portés, mais il ne reconnaissait jamais qu'elle l'avait fait. Vivienne ne le poussait pas, elle n'essayait pas d'engager la conversation, ni de se lier d'amitié avec lui, ni de briser la carapace qu'il s'était construite. Elle faisait simplement son travail en silence, préparant les repas, nettoyant les chambres, vérifiant les devoirs, s'assurant qu'il était en sécurité à distance. Elle comprenait Marco mieux que quiconque. Elle comprenait cette colère, cette douleur, la façon dont un enfant construit un mur autour de son cœur pour que personne ne puisse plus le blesser. Elle avait été cet enfant. Après la mort de sa mère, elle avait fermé la porte de son cœur pendant des années. Tard dans l'après-midi, après que Léo se soit endormi pour sa sieste et que Bella ait commencé à dessiner dans sa chambre, Vivienne est sortie dans le jardin pour respirer l'air frais, et elle a vu Marco. Il était assis seul sur un banc de pierre sous un grand érable, le dos courbé, la tête baissée. Il tenait un téléphone dans sa main, dont l'écran brillait dans l'ombre. Vivienne s'est arrêtée. Elle se tenait d'assez près pour voir ce qu'il regardait. Une photo. La femme sur la photo avait de longs cheveux noirs et un sourire radieux, tenant un petit garçon dans ses bras. Lucia et Marco. Quand il était petit, il regardait sa mère fixement. Vivienne sentit son cœur se serrer. Elle ne s'approcha pas. Elle savait que si elle le faisait, il se lèverait et partirait immédiatement. Au lieu de cela, elle s'assit tranquillement sur un autre banc en pierre à quelques mètres de là, tournant son visage dans l'autre direction, comme si elle était sortie par hasard pour regarder les arbres. Elle ne dit rien. Elle ne le regarda pas. Elle resta simplement assise là. Les minutes passèrent, un vent léger soufflait dans les feuilles, produisant un léger bruissement au-dessus de leur tête. Le soleil de fin d'après-midi s'adoucissait, projetant de longues ombres sur la pelouse verte. Vivienne pensait qu'il allait partir. Il partait toujours, mais il ne partit pas. Puis une petite voix rompit le silence. Ma mère avait l'habitude de s'asseoir là. Vivienne tourna la tête. Marco ne la regardait pas. Il gardait les yeux fixés sur le téléphone, son doigt effleurant la photo. « Juste là où tu es assise », continua-t-il d'une voix basse et lointaine. Chaque après-midi, elle venait d'ici pour lire. Elle disait que c'était le coin le plus calme de la maison. Vivienne ne bougea pas. Elle avait peur que si elle bougeait, le moment éclaterait comme une bulle de savon. « Tu veux que je bouge ?» demanda-t-elle doucement.
Marco resta silencieux pendant un long moment, puis il secoua la tête. Plus de silence. Le vent se leva, apportant le parfum des fleurs provenant d'un endroit plus profond dans le jardin. Ma mère nous chantait une chanson tous les soirs, dit Marco, et soudain, sa voix se brisa. Une berceuse en italien. Ma grand-mère lui avait appris. Elle nous l'avait apprise. Il s'interrompit et déglutit. Maintenant, tout est si calme. Plus personne ne chante. Vivien sentit ses yeux s'embuer. Elle regarda le garçon de 9 ans qui essayait de retenir un chagrin bien trop grand pour son âge, et elle se vit en lui. « Je ne peux pas remplacer ta mère, dit-elle doucement. « Je n'essayerai pas, répondit Marco en levant les yeux vers elle pour la première fois. Ce n'était pas le regard froid auquel elle s'attendait, mais celui d'un enfant qui s'apprête à être abandonné. « Mais je peux m'asseoir ici avec toi si tu veux, continua-t-elle. Marco ne répondit pas. Il baissa à nouveau les yeux vers le téléphone, le doigt toujours posé sur la photo de sa mère. Mais il ne se leva pas. Il ne s'éloigna pas. Et Vivienne non plus. Ils restèrent assis là, deux étrangers aux blessures non cicatrisées, dans le jardin silencieux, jusqu'à ce que le soleil disparaisse à l'horizon, que le ciel passe de l'orange au violet, puis au bleu profond, jusqu'à ce que Rosa les appelle pour le dîner. Ce soir-là, lorsque Vivienne passa devant la chambre de Marco, comme elle le faisait toujours pour vérifier qu'il allait bien, elle remarqua quelque chose de différent. La porte n'était pas fermée à clé. Elle était entr'ouverte. Juste un petit interstice. Une lumière jaune et chaude s'échappait de l'intérieur. C'était la première fois. Elle resta là un instant, le cœur battant lentement et régulièrement. Puis elle s'éloigna. Rosa l'attendait au bout du couloir et quelque chose brillait dans ses yeux. « Ce garçon n'a parlé de sa mère à personne, dit-elle doucement. Depuis 3 ans, pas un mot. » Vivienne la regarda, ne sachant quoi dire. « Tu as fait quelque chose, dit Rosa, d'une voix plus chaleureuse que d'habitude. Je ne sais pas quoi, mais tu as fait quelque chose. » Vivienne regarda à nouveau la porte entr'ouverte au bout du couloir. Une petite ouverture, mais c'était un début, et parfois, un début suffit. Tard dans la nuit, Vivienne ne parvenait pas à dormir. Allongée sur son lit, elle fixait le plafond tandis que de vieux souvenirs revenaient comme des vagues qui n'avaient pas demandé la permission. Le visage de Tyler, ses cris, une porte qui claquait, du sang sur le sol de la salle de bain. Elle s'assit, le dos de son T-shirt trempé de sueur froide. Elle avait besoin de sortir de cette pièce. Elle avait besoin d'air. Elle descendit à la cuisine, pieds nus sur le sol en pierre froide. La maison était plongée dans l'obscurité. Seul le clair de lune filtrait à travers les fenêtres et dessinait des bandes argentées sur le marbre. Mais lorsqu'elle entra dans la cuisine, elle se rendit compte qu'elle n'était pas la seule à être encore éveillée. Dominic était assis à la table à manger dans le noir, un verre d'alcool à la main, une bouteille de whisky à moitié vide devant lui. Il n'avait pas allumé la lumière. Il était simplement assis là, le regard perdu dans le vide, comme une statue solitaire. Vivienne se figea sur le seuil, ne sachant pas si elle devait avancer ou reculer. Puis sa voix se fit basse et fatiguée. « Tu ne peux pas dormir non plus. » Vivienne cligna des yeux. Ce n'était pas une question destinée à la renvoyer. C'était une invitation à rester. Elle entra, se servit un verre d'eau et s'assit sur la chaise en face de lui. Ni trop près ni trop loin. Assez loin pour que chacun garde ce qui lui appartenait. Ils restèrent assis en silence, sans gêne ni tension. Juste deux personnes portant des blessures trop lourdes pour dormir, partageant ensemble l'obscurité. C'est lui qui rompit le silence le premier. « Lucia, dit-il d'une voix qui semblait avoir été érodée par le sable. Ma femme, elle est morte à cause de moi. » Vivienne ne dit rien. Elle se contenta d'écouter. Ce jour-là, c'était le 6e anniversaire de Marco. Elle conduisait vers le restaurant pour me retrouver avec les enfants dans la voiture. Il fit une pause, ses doigts se crispant autour du verre. Il m'avait pris pour cible. La famille Moretti. Ils voulaient de ma mort pour s'emparer du territoire, mais ils ont tiré sur la mauvaise voiture. Vivienne sentit le sang se glacer dans son corps. Je me suis précipité dans la rue quand j'ai entendu les coupes de feu. Elle était là, sur le trottoir, couverte de sang. Les enfants étaient encore dans la voiture, hurlant, pleurant. Marco a tout vu. La voix de Dominic s'est brisée à la fin de la phrase. Je l'ai tenu dans mes bras jusqu'à l'arrivée de l'ambulance, mais il était trop tard. Elle est morte dans mes bras, devant mon fils. Vivienne sentit ses yeux picoter.
Elle voulait dire quelque chose, mais aucun mot n'était assez fort, et des phrases comme «je suis désolé» ou «je comprends» lui semblaient trop faciles, trop insignifiantes face à une telle douleur. Elle est donc restée silencieuse. Dominique a bu une gorgée. «J'ai tué les hommes qui ont fait ça», a-t-il dit d'une voix glaciale. Chacun d'entre eux, lentement, douloureusement. Il la regarda, les yeux vides. Mais cela ne la ramena pas. Cela n'effaça pas ce que les enfants avaient dans les yeux. Cela ne me permit pas de passer une seule nuit de sommeil paisible. Le silence s'éternisa à nouveau, puis Dominique demanda, d'une voix plus douce. «Et toi?» Vivien baissa les yeux vers le verre d'eau qu'elle tenait dans ses mains. Elle pensa qu'elle ne répondrait pas. Elle pensa qu'elle trouverait une excuse et retournerait dans sa chambre. Mais quelque chose dans cette soirée, dans cette obscurité, dans la façon dont il s'était ouvert à elle, lui donna envie de parler. «Mon mari?» commença-t-elle. Sa voix était si faible qu'elle en était presque un murmure. Au début, il ne me frappait pas. Au début, ce n'étaient que des mots. Elle fit tourner la bague à son doigt, puis ce furent des gifles, puis des coupes de poing, puis chaque nuit devint un enfer. Dominique ne bougea pas, il ne l'interrompit pas. Il se contenta d'écouter. «Je suis tombée enceinte 2 fois. Vivian continua, la voix tremblante. La première fois, j'ai perdu le bébé après qu'il m'ait poussé dans les escaliers. La deuxième fois, elle s'interrompit et déglutit. J'étais allongé sur le sol de la salle de bain, il y avait du sang partout. Il était dans la pièce d'à côté, en train de regarder la télévision. Il a dit que je ne valais pas l'argent d'un hôpital. Elle laissa échapper un rire amer et creux. Après cela, il m'a jeté dehors parce que je ne pouvais pas lui donner d'enfant, comme si c'était de ma faute, comme si j'étais une chose cassée. Elle leva la tête, les yeux rouges mais sans pleurer. Il m'a tout pris, mon argent, mes amis, ma famille, ma confiance, jusqu'à ce que je croie vraiment que je n'avais aucune valeur. Dominique posa son verre sur la table. Il la regarda et ses yeux n'étaient plus vides. Il y avait quelque chose là, de la compréhension, du respect et peut-être autre chose. Tu es plus forte que tu ne le penses, Vivien. Elle sursauta en entendant son nom. C'était la première fois qu'il l'appelait ainsi. Pas de la femme, pas toi. Tu as survécu, dit-il. Tu es parti. Tu es toujours là. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la force. Leurs regards se croisèrent dans l'obscurité. Deux étrangers avec des blessures différentes. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils se comprenaient sans avoir besoin de beaucoup de mots, sans explication, seulement avec la certitude que quelqu'un les avait vus, vraiment vus, et ne s'était pas détourné. Cette nuit-là, lorsque Vivien retourna dans sa chambre, elle ne fit pas de cauchemar. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait un peu plus légère, comme si le fait de parler avait allégé un peu le poids qui pesait sur ses épaules. Et lorsqu'elle ferma les yeux, la dernière image qui lui vint à l'esprit n'était pas celle de Tyler. C'étaient les yeux bruns foncés de Dominique qui la regardait dans l'obscurité et lui disait qu'elle était forte. Un mois passa. Tout commença à changer petit à petit, de manière si subtile qu'on aurait pu ne pas le remarquer si on n'y prêtait pas attention. Mais Vivienne le remarqua, petit à petit. Léo ne l'appelait plus Mademoiselle Vivienne. L'enfant de 4 ans aux boucles sauvages et au sourire édenté était passé à Vivi. Et chaque soir avant de se coucher, il lui tirait la main, ses grands yeux ronds implorant. «Vivi, lis-moi une histoire. Je veux une histoire de super-héros.» Et Vivienne s'asseyait à côté de son lit et lui lisait des histoires de héros qui sauvaient le monde, pendant que Léo se blottissait sous les couvertures, les yeux brillants, jusqu'à ce que le sommeil l'emporte enfin. Bella avait changé, elle aussi. Elle ne se cachait plus derrière les portes pour observer. Désormais, elle s'asseyait à côté de Vivienne dans le salon et dessinait tranquillement pendant que Vivienne lisait un livre. Et les dessins de Bella commencèrent à inclure une personne supplémentaire. Une femme aux cheveux bruns debout près de la grande maison, à côté de 3 enfants. Vivienne trouvait ses dessins sur sa table chaque matin. Bella ne disait jamais qui c'était, mais Vivienne le savait. Quant à Marco, il était toujours aussi silencieux et gardait ses distances. Mais quelque chose avait changé depuis cet après-midi dans le jardin. Il ne l'ignorait plus complètement. Parfois, il lui posait des questions sur ses devoirs. Des questions courtes et sans émotion, mais c'étaient des questions et c'était déjà un progrès. Vivien répondait à chacune d'elles patiemment, sans montrer trop d'enthousiasme, sans en faire toute une histoire.
Elle savait que Marco se retirerait si elle en faisait trop. Puis, un soir, Rosa a suggéré quelque chose d'inattendu. Pourquoi ne pas cuisiner des pâtes ensemble? A-t-elle dit en regardant autour d'elle le salon où toute la famille était assise. Comme avant. Personne ne parla pendant quelques secondes. Vivienne regarda Dominique, mal à l'aise. Elle savait ce que « comme avant » signifiait. Cela signifiait quand Lucia était encore en vie, mais Dominique acquiesça lentement. Léo s'écria « Cuisiner, je veux faire du pain à l'ail. » Bella leva la tête de son dessin à moitié terminé, les yeux légèrement illuminés. Marco ne dit rien, mais il ne protesta pas non plus. Il se leva et suivit tout le monde dans la cuisine, et ils cuisinèrent ensemble pour la première fois depuis la mort de Lucia. Rosa les guida, mais elle laissa les enfants faire la plupart du travail. Léo fut chargé de remuer la sauce tomate, et le résultat fut un garçon barbouillé de rouge du nez au front, ressemblant à un petit guerrier revenant du combat. Bella décora les assiettes avec la concentration d'une artiste, disposant des feuilles de basilic en forme de fleurs. Marco se tenait près de la cuisinière, surveillant la casserole d'eau bouillante, le visage sérieux, comme s'il s'agissait de la mission la plus importante de sa vie. Vaivana aida Rosa à préparer la salade, mais elle ne pouvait détacher ses yeux des enfants. Elle regarda Léo rire quand la sauce éclaboussa son visage. Elle regarda Bella sourire devant sa propre création, et elle vit quelque chose qu'elle avait du mal à croire. Marco sourit juste un instant, le coin de sa bouche se relevant quand il regarda son petit frère couvert de sauce, mais c'était un sourire, le premier qu'elle voyait sur son visage. Le dîner se déroula dans les rires et les conversations. Léo raconta une histoire sur une tortue imaginaire qu'il élevait. Bella montra un nouveau dessin, même Marco ajouta quelques mots sur le livre qu'il lisait, et Dominique, l'homme froid et puissant, resta assis là à regarder ses enfants avec une douceur rare dans les yeux. Après le dîner, lorsque les enfants furent endormis, Vivienne se tenait devant l'évier en train de faire la vaisselle. Elle entendit des pas, puis quelqu'un s'arrêta à côté d'elle. Dominique. Il prit un torchon et commença à essuyer les assiettes qu'elle venait de laver. Ils se tenaient côte à côte en silence, mais c'était un silence confortable. « Merci », dit-il doucement, sans la regarder, « de leur avoir donné ça. » Vivienne ne comprit pas. Quoi? Il s'interrompit, regardant par la fenêtre de la cuisine où les lumières du jardin clignotaient dans la nuit. Les rires, la chaleur, une famille. Il se tourna vers elle, le regard profond. J'avais oublié ce que cela faisait. Je pensais que cette maison resterait silencieuse pour toujours. Vivienne sentit une chaleur envahir sa poitrine, qui ne provenait pas de l'eau chaude, mais d'autre chose, quelque chose qu'elle croyait mort depuis longtemps. « Je n'ai rien fait, dit-elle doucement. « Tu es resté, répondit Dominique. C'est tout ce dont nous avions besoin. » Cette nuit-là, lorsque Vivienne retourna dans sa chambre, elle se tint devant le miroir. La femme qui la regardait était toujours mince, avait toujours la cicatrice au poignet, portait toujours des blessures qui n'avaient pas guéri, mais quelque chose avait changé. Ses yeux n'étaient plus vides, ses joues avaient repris des couleurs et ses lèvres arboraient un petit sourire dont elle n'avait pas conscience. « C'est ce que je pourrais devenir », pensa-t-elle en effleurant la surface du miroir du bout des doigts. Si je m'autorise à le devenir, les semaines qui suivirent s'écoulèrent dans un calme paisible. Vivienne s'installa dans la vie de la famille Rossi, comme si elle en avait toujours fait partie. Chaque matin, elle se réveillait alors que le ciel était encore sombre, descendait à la cuisine et préparait les repas aux côtés de Rosa. Les deux femmes travaillaient côte à côte dans un silence confortable, échangeant parfois quelques mots sur le menu du jour ou les habitudes des enfants. Rosa ne la regardait plus d'un œil critique. Elle la regardait comme on regarde quelqu'un qui fait partie de la famille. L'après-midi, Vivienne allait chercher les enfants à l'école. Léo était toujours le premier à courir vers la voiture, à grimper dans ses bras et à parler sans arrêt de ce qui s'était passé à l'école. Bella sortait plus lentement, tenant un dessin qu'elle venait de faire, qu'elle offrait à Vivienne avec un sourire timide. Marco sortait en dernier, lui faisait un signe de tête en guise de salut, puis montait dans la voiture en silence. Peu de mots, mais plus de froideur. Les soirées étaient consacrées aux contes de fées et aux berceuses. Vivienne lisait à Léo jusqu'à ce que le petit garçon s'endorme profondément. Elle vérifiait les devoirs de Bella et louait ses derniers dessins. Puis elle s'arrêtait à la porte de Marco pour lui souhaiter bonne nuit. Il ne répondait pas, mais elle savait qu'il l'entendait, et cela lui suffisait.
Dominic commença à rentrer plus souvent pour le dîner. Avant, il restait au bureau jusqu'à tard, manquant les repas en famille. Mais maintenant, il essayait d'être à la maison avant 19 heures, s'asseyait à table avec les enfants et leur demandait comment s'était passée leur journée. Le dîner était de plus en plus bruyant. Il y avait les rires de Léo, Bella qui parlait d'un nouvel ami à l'école, même Marco qui ajoutait quelques mots sur le livre qu'il lisait, et les conversations tardives entre Vivien et Dominique devinrent une habitude. Une fois les enfants endormis, ils se retrouvaient dans la cuisine, partageaient une tasse de thé ou un verre d'alcool et parlaient de tout et de rien, des enfants, du travail, des livres, des rêves perdus. Ils n'évoquaient plus le passé douloureux, mais la compréhension restait comme un fil invisible qui les liait. Un soir, alors que Vivien faisait la lecture à Léo, le garçon demanda soudain si Vivi pouvait rester ici pour toujours. Vivien s'arrêta et regarda ses grands yeux ronds, attendant une réponse, et son cœur se serra. Elle lui demanda pourquoi il posait cette question. « Parce que j'aime avoir Vivi ici », répondit Léo avec une tristesse qui la surprit. « Tout le monde part, je ne veux pas que Vivi parte. » Vivienne se pencha, embrassa son front et lui dit que Vivi n'irait nulle part. Le lendemain, Bella lui donna un dessin, le plus grand qu'elle ait jamais fait, sur une grande feuille de papier à dessin, soigneusement coloriée. Il représentait une grande maison avec un jardin verdoyant. Devant, il y avait 5 personnes. Un homme grand aux cheveux noirs, 3 enfants au sourire radieux et une femme aux cheveux bruns debout au milieu, tenant les mains des enfants. « C'est notre famille, » dit Bella doucement. « Vivi en fait partie. » Vivien serra le dessin contre sa poitrine, les yeux brûlants. Marco gardait toujours ses distances, mais il n'était plus un mur. Il ne l'appelait pas Vivi comme le faisait son petit frère, mais il lui parlait, lui posait des questions sur ses devoirs, lui parlait parfois du livre qu'il était en train de lire. Et une fois, lorsque Vivienne a attrapé un rhume, il a discrètement déposé une tasse de thé chaud devant sa porte sans dire un mot. Vivian a commencé à oublier le passé. Les nuits où elle était battue s'estompaient peu à peu. Le visage de Tyler ne hantait plus ses nuits. Elle commença à espérer qu'elle avait enfin trouvé sa place. Mais le passé ne l'oublia pas. Un après-midi, alors que Vivien jouait avec les enfants dans le jardin, Rosa sortit, le visage pâle. Elle tenait un téléphone dans sa main et regardait Vivien avec inquiétude. Vivien lui demanda ce qui n'allait pas et se leva. Rosa ne répondit pas. Elle lui tendit simplement le téléphone. Un message provenant d'un numéro inconnu. Une seule ligne. « Dis-lui que je l'ai trouvé. » Vivien sentit le sang se glacer dans ses veines. Le téléphone faillit lui échapper des mains. Elle savait qui l'avait envoyé. Elle n'avait pas besoin de regarder le numéro. Elle n'avait pas besoin de confirmation. Tyler. Il l'avait trouvé. Et le bonheur qu'elle pensait avoir enfin mérité s'évanouit en un instant, aussi fragile qu'une bulle de savon. Un après-midi au parc, après ce message effrayant, Dominic renforça la sécurité. Mais il ne voulait pas que les enfants soient enfermés dans la maison comme des prisonniers. Alors, lorsque Léo supplia de pouvoir y aller, Vivienne accepta à condition que Vin les accompagne. Elle se dit qu'elle imaginait peut-être des choses, que ce message n'était peut-être qu'une menace, que Tyler était en Pennsylvanie, à des centaines de kilomètres, et qu'il n'avait pas pu la trouver aussi vite. Mais elle se trompait. Cet après-midi-là, le parc était paisible sous un soleil pâle et doré. Léo courait dans l'herbe, poursuivant les pigeons qui picoraient, son rire clair et joyeux. Bella était assise à côté d'un parterre de fleurs, cueillant avec soin des marguerites sauvages et les arrangeant en un petit bouquet. Marco était assis sur un banc en pierre à l'ombre, lisant un gros livre, levant les yeux de temps en temps pour surveiller son frère et sa sœur. Vin se tenait à quelques mètres de là, scrutant le parc avec l'attention aiguë d'un faucon. Vivienne était assise sur le banc à côté de Marco, regardant les enfants jouer, essayant de détendre ses épaules, essayant de respirer, mais quelque chose ne tournait pas rond, une sensation étrange. Comme si quelqu'un l'observait, elle essaya de l'ignorer. Peut-être n'était-ce que son imagination. Peut-être était-elle trop tendue après le message de la veille. Mais cette sensation ne disparaissait pas. Elle devenait plus forte, comme une main invisible qui lui serrait la nuque. Elle se retourna et son cœur s'arrêta. Tyler se tenait à quelques mètres de là, appuyé contre un arbre, les mains dans les poches, un sourire venimeux aux lèvres.
Il n'avait pas changé depuis le jour où elle était partie. Les mêmes cheveux blonds soigneusement coiffés, le même costume coûteux, les mêmes yeux bleus glacés, le même cauchemar fait de chair et d'os. Ses jambes voulaient courir, mais son corps refusait de bouger. Elle resta figée sur place, comme un cerf pris dans les phares d'un camion, et tous les souvenirs qu'elle avait tenté d'enfouir lui revinrent en mémoire comme un raz de marée. Les streets où elle était battue, les insultes, le sang sur le sol de la salle de bain, le bruit d'une porte qui se verrouillait derrière elle. Tyler s'avança vers elle, lentement et avec assurance, comme s'il était le maître du monde. « Bonsoir, ma chère épouse, dit-il d'une voix si douce qu'elle en avait la nausée. « Je t'ai manqué? » Vivian était incapable de parler. Sa gorge était sèche et amère, sa langue raide. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était rester là, tremblante, tandis que le cauchemar de sa vie se rapprochait. Mais avant que Tyler ne puisse s'approcher davantage, une grande silhouette s'interposa entre eux. « Vin, dit l'homme chauve, debout comme une forteresse, le regard dur et froid, fixant Tyler droit dans les yeux. « Recule, dit-il d'une voix basse et menaçante. Tyler eut un petit rire, pas le moins du monde ébranlé. « Du calme, mon ami. Je veux juste parler à ma femme. Ce n'est pas ta femme, répondit Vin. Tyler pencha la tête, regardant Vivian par-dessus l'épaule de Vin. « Oh, c'est ce que tu leur as dit? » Il sourit, et le son de son sourire était froid. « Tu es toujours ma femme, Vivien. Les papiers sont toujours là. Tu m'appartiens toujours. » Quelque chose s'embrassa dans la poitrine de Vivian, chaud et vif, de la colère, de la haine. Elle s'avança, se plaçant à côté de Vin, la voix tremblante mais claire. « Je ne t'appartiens pas. Je ne t'ai jamais appartenu. » Tyler haussa un sourcil, calme en apparence, mais quelque chose de dangereux brilla dans ses yeux. Puis son regard se porta au-delà d'elle, vers la pelouse où Léo jouait, où Bella cueillait des fleurs, où Marco lisait. « Ils sont mignons, ces enfants, » dit Tyler lentement, chaque mot tranchant comme une lame. « Ce serait dommage qu'il leur arrive quelque chose. » Vivienne sentit son sang bouillir. Elle voulait se jeter sur lui griffer le visage, lui crier de ne pas toucher aux enfants. Mais Vin fut plus rapide. Il repoussa Tyler, fermement mais avec maîtrise, sans attirer l'attention. « Partez, » grogna Vin, « tout de suite, ou je vous ferai disparaître pour de bon. » Tyler leva les deux mains et esquissa un sourire. « Très bien, je m'en vais. » Mais avant de se détourner, il regarda Vivien une dernière fois. « Je te reverrai bientôt, ma chère épouse. » Puis il s'éloigna sans se presser, comme s'il n'avait fait qu'une simple promenade. Vivienne resta là, les jambes tremblantes, au point de presque s'effondrer. Vin passa immédiatement un appel et demanda qu'on lui envoie une voiture immédiatement. Il guida Vivien et les enfants hors du parc, d'un pas rapide mais sans panique. Dans la voiture, Vivien resta assise en silence, tremblant de manière incontrôlable, les larmes coulant sur son visage sans qu'elle s'en aperçoive. Les enfants la regardaient avec inquiétude. Bella serrait son bouquet de fleurs sauvages, les yeux rougis. Marco regardait Vivienne, le visage tendu, mais la froideur avait disparu. Dans ses yeux, on lisait une réelle inquiétude. Puis une petite main se tendit vers la sienne. C'était Léo. L'enfant de 4 ans la regardait avec de grands yeux, la lèvre inférieure tremblante. « Ne pleure pas, Vivi, nous protégerons Vivi. » Vivienne le regarda, puis Bella qui pleurait silencieusement, puis Marco qui essayait d'être fort, et elle comprit quelque chose. Elle ne se battait plus seule. Elle avait des gens à protéger, et elle avait des gens qui étaient prêts à la protéger. Ce soir-là, Dominique rentra tôt à la maison. Vin l'avait appelé dès qu'ils avaient quitté le parc et lui avait tout raconté. Vivienne entendit la voiture s'arrêter devant le portail, puis des pas rapides sur les dalles. Elle entendit la voix grave de Dominique demander à Rosa où étaient les enfants. Elle ne descendit pas pour le voir. Elle en était incapable. Elle était recroquevillée sur son lit dans sa chambre. Elle avait remonté la couverture jusqu'à son menton et son corps tremblait encore. Même si plusieurs heures s'étaient écoulées, le visage de Tyler lui revenait à l'esprit chaque fois qu'elle fermait les yeux, et sa voix résonnait dans sa tête comme une malédiction. « Tu m'appartiens toujours. Je te reverrai bientôt. » On frappa à la porte, doucement, sans insistance. Vivian ne répondit pas, mais la porte s'ouvrit quand même. Dominique entra, sa grande silhouette remplissant l'embrasure de la porte. Il n'alluma pas la lumière. Il ne lui demanda pas si elle allait bien. Il se contenta de s'approcher du lit et de s'asseoir,
le dos appuyé contre le cadre, les yeux fixés sur la fenêtre où la lune brillait. Le silence s'installa entre eux, pas inconfortable, pas oppressant, juste une présence. Il était là. Il attendrait. Puis Vivienne se mit à parler. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être que l'obscurité rendait les choses plus faciles. Peut-être qu'elle avait trop longtemps gardé cela pour elle. Peut-être qu'elle lui faisait confiance. Tyler Brennan, commença-t-elle d'une voix rauque et brute. Mon mari, 4 ans. Dominique ne se tourna pas vers elle. Il ne l'interrompit pas. Il se contenta d'écouter. Et de Palm, elle lui raconta tout. Leur première rencontre. Quand Tyler était encore un jeune avocat charmant, au sourire parfait, comment il l'avait lentement isolé de ses amis, de sa famille, de tout le monde, de la première fois où il l'avait frappée simplement parce qu'elle était rentrée 15 minutes en retard. Des nuits qui avaient suivi, où les coups étaient devenus plus fréquents. Des insultes qui étaient devenues un refrain quotidien. Tu es inutile, laide, personne d'autre ne veut de toi. Tu devrais être reconnaissante que je te garde encore. Elle lui a parlé de ses 2 grossesses. La première fois, elle avait perdu le bébé après que Tyler l'avait poussé dans les escaliers dans un accès de rage. La deuxième fois, alors qu'elle était allongée sur le sol de la salle de bain, le sang coulant à flot, Tyler était assis dans la pièce voisine, regardant la télévision, disant qu'elle ne valait pas l'argent de l'hôpital. Elle lui a parlé de la dernière nuit, lorsqu'il lui a crié au visage qu'elle était inutile, qu'elle ne pouvait pas lui donner d'enfant, puis l'a jeté hors de la maison comme un objet cassé. Sa voix s'est brisée, ses larmes ont imprégné l'oreiller. Mais elle a continué, car une fois qu'elle avait commencé, elle ne pouvait plus s'arrêter. Elle avait besoin que quelqu'un sache. Elle avait besoin que quelqu'un voie les blessures qu'elle avait cachées trop longtemps. Elle s'est redressée et a retroussé sa manche, révélant la cicatrice sur son poignet. À peine visible, mais toujours là, comme un rappel permanent. Cette nuit-là, il m'a serré si fort que j'ai failli me casser un os, a-t-elle murmuré. L'ecchymose n'a jamais vraiment guéri. Dominique s'est tourné vers elle. Au clair de lune, elle pouvait voir son visage, sa mâchoire serrée, ses yeux sombres comme une nuit sans lune. Pas de la pitié, mais de la fureur. La rage froide d'un homme habitué à la violence, se retenant d'exploser. « Il ne te touchera plus jamais », dit-il d'une voix grave comme un tonnerre lointain. « Je le jure sur ma vie. » Vivian secoua la tête, épuisée. « Tu ne comprends pas. Il est dangereux. Il a de l'argent, des avocats, des relations. Il n'arrêtera pas. Il ne me laissera jamais tranquille. » Dominique la regarda, le regard fixe. « Moi aussi, j'ai de l'argent. Moi aussi, j'ai des avocats. Moi aussi, j'ai des relations. » Il se pencha vers elle, la voix glaciale, mais dure comme l'acier. « Et je ne respecte pas les règles. » Vive le regarda, le cœur battant lentement dans sa poitrine. Elle savait qui il était. Elle savait ce qu'il faisait. Elle savait que son monde était dangereux et sombre. Mais à cet instant, dans une pièce baignée par le clair de lune, elle n'avait pas peur. Pour la première fois, elle sentait que quelqu'un était de son côté. Quelqu'un prêt à se battre pour elle. Puis il fit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Il tendit la main et prit doucement la sienne. La main avec la cicatrice, la main tremblante, la main qui avait trop enduré. Il la tint comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. « Tu es en sécurité ici, dit-il, et sa voix s'adoucit légèrement. C'est à moi de te protéger maintenant. » Vivienne regarda dans ses yeux, dans sa main qui tenait la sienne, chaude, ferme, réelle, et pour la première fois depuis l'apparition de Tyler, elle se laissa croire que peut-être que tout irait bien. Dans les jours qui suivirent, Tyler ne disparut pas. Il rôdait comme un fantôme, toujours hors d'atteinte, mais suffisamment proche pour que Vivienne le sente. Il y eut d'abord les fleurs. Un bouquet de roses rouges foncées apparut à la porte du manoir, accompagné d'une carte sans signature. « Pour ma chère épouse. » Le gardien de la porte l'intercepta et alerta Vin. Le bouquet fut immédiatement jeté, mais le message avait déjà atteint son but. Tyler savait exactement où elle se trouvait, et il voulait qu'elle le sache. Puis vint l'email. Rosa le trouva dans la boîte de réception du domaine. L'adresse utilisée pour les fournisseurs et les appels de service, un expéditeur anonyme, une seule ligne. Tu peux courir, mais tu ne peux pas te coucher. Vivienne se sentit mal en le lisant, car elle reconnut ce ton, la façon dont Tyler parlait lorsqu'il voulait la démoraliser. Lentement, patiemment,
comme un chat jouant avec une souris avant de la tuer. Mais le pire arriva le troisième jour. Une enveloppe épaisse apparut dans la boîte aux lettres extérieures près de la porte. Aucune adresse de retour, et à l'intérieur se trouvaient des photos. Vivienne au parc, assise à côté de Marco. Vivienne regardant Léo courir rire et rire. Vivienne parlant à Bella. L'angle de prise de vue lui indiquait que le photographe était proche. Assez proche pour lui donner la chair de poule. Assez proche pour qu'elle ne s'en soit même pas aperçue. Et sur la dernière photo, quelqu'un avait entouré les visages des 3 enfants à l'encre rouge. Vivienne faillit s'évanouir lorsqu'elle vit cela. Dominic réagit immédiatement. La sécurité fut doublée. Davantage de gardes furent postés à la porte. Davantage de caméras furent installées à chaque coin. Davantage de voitures de patrouille firent le tour de la propriété et les enfants n'eurent plus le droit de quitter la maison sans être accompagnés d'au moins 2 personnes. L'école fut prévenue. Les étrangers n'étaient plus autorisés à s'approcher et le manoir devint une véritable forteresse. Les enfants sentaient que quelque chose n'allait pas. Léo était trop jeune pour comprendre, mais il sentait la tension dans l'air et s'accrochait à Vivienne plus que jamais. Bella était devenue silencieuse, effrayée par les bruits forts, et Marco observait tout avec des yeux plus âgés que ses oreilles. Un soir, alors que Vivienne était assise seule dans le salon, Marco entra et resta debout un moment, comme s'il se demandait s'il devait parler. Puis il demanda, d'une voix faible mais directe, « Quelqu'un essaie de nous faire du mal. C'est comme ce qui est arrivé à maman. » Vivienne leva les yeux, la douleur lui transperçant la poitrine, et croisa le regard d'un garçon de 9 ans qui avait perdu sa mère à cause de la violence, qui avait été contraint de grandir trop vite, qui portait en lui une peur qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à porter. Elle ne voulait pas lui mentir. Il méritait de la vérité, au moins une partie de la vérité. « Il y a quelqu'un de mon passé, » dit-elle lentement. « Il essaie de me retrouver. Mais ton père ne laissera rien arriver. Ni à toi, ni à ton frère et ta sœur, ni à personne. » Marco la regarda, et ses yeux n'étaient plus aussi froids qu'auparavant. Quelque chose d'autre vivait là maintenant. Maintenant, de l'inquiétude, de l'attention, et peut-être quelque chose qui ressemblait à de l'amour. « Nous ne laisserons rien t'arriver non plus, dit-il. Puis il marqua une pause, comme s'il franchissait une barrière invisible en lui. Vivi. Vivienne sentit les larmes lui monter aux yeux. Pour la première fois, Marco utilisait le nom que Léo et Bella avaient toujours utilisé. Pour la première fois, il admettait qu'elle faisait partie de cette famille. Elle ne dit rien. Elle se contenta d'acquiescer, luttant pour retenir le flot d'émotions qui l'envahissait. Marco ne dit rien de plus. Il s'assit simplement à côté d'elle en silence, comme si sa présence suffisait. Et pour Vivienne, c'était plus que suffisant. Ce soir-là, Dominic l'appela dans son bureau. Une épaisse pile de documents était posée sur son bureau. « J'ai demandé à mes collaborateurs de mener une enquête sur lui, » dit-il en poussant la pile vers elle. « Tyler Brennan, avocat. » Mais ce n'est pas tout. Vivienne parcourut les pages, les rapports de police, les dossiers médicaux, les déclarations des témoins, et son cœur se mit à battre plus fort à mesure qu'elle lisait. « Il a déjà maltraité 2 autres femmes avant vous, » dit Dominic. « Toutes 2 ont retiré leur plainte parce qu'elles ont été menacées. Il a également des dettes de jeu et fait l'objet d'une enquête pour fraude financière. Son cabinet d'avocat est au bord de la faillite. » Vivienne leva les yeux vers lui. « Qu'est-ce que cela signifie? » « Cela signifie qu'il est désespéré, » répondit Dominic. « Il a besoin d'argent. Il pense peut-être que vous pouvez le lui donner. Ou bien il veut se venger parce que vous l'avez quitté. Quoi qu'il en soit, il n'arrêtera pas. » Il se leva, s'approcha d'elle, le regard sérieux et déterminé. « Nous allons mettre fin à tout cela. Tu as 2 choix. Nous faisons comme il le souhaite ou nous passons par la justice. Que préfères-tu? » Vivienne le regarda dans ses yeux marron foncé, attendant sa réponse. Elle savait ce que signifiait « comme il le souhaite ». Elle savait que Dominic pouvait faire disparaître Tyler pour toujours. Mais elle savait aussi ce qu'elle voulait. Elle voulait affronter son passé, et elle voulait gagner par ses propres moyens. Vivienne réfléchit toute la nuit. Allongée sur le lit, elle fixait le plafond, laissant les souvenirs affluer comme une marée. 4 ans avec Tyler, 4 ans de peur, 4 ans d'endurance, 4 ans de silence. Elle se souvenait de la première fois où il l'avait frappée, de la gifle soudaine qu'il avait projetée au sol, puis de la façon dont il s'était agenouillé pour s'excuser, jurant qu'il ne le referait plus jamais. Elle l'avait cru.
Elle se souvenait des moments qui avaient suivi, où les excuses avaient disparu pour laisser place aux reproches. C'est toi qui me pousses à faire ça. C'est ta faute. C'est toujours ta faute. Elle se souvenait avoir appris à bouger doucement, à parler à voix basse, à tout faire pour ne pas le provoquer. Elle se souvenait s'être faite toute petite, encore plus petite, jusqu'à presque disparaître. Puis elle pensa à sa mère, la femme qui lui avait offert cette bague en argent, la femme qui avait également enduré un mariage douloureux avec un autre homme, mais le même type de violence. Sa mère n'était jamais partie. Sa mère en a enduré jusqu'au jour où elle s'est effondrée. Son corps épuisé, son esprit brisé, elle est morte en silence. À l'image de la façon dont elle avait vécu, Vivienne serra la bague dans son poing, sentant le bord du métal s'enfoncer dans sa peau. Je ne deviendrai pas comme ma mère, pensa-t-elle, chaque mot résonnant clairement en elle. Je ne mourrai pas en silence. Le lendemain matin, elle se rendit au bureau de Dominique. Il était assis derrière son bureau, attendant comme s'il savait déjà qu'elle viendrait. La loi, dit-elle d'une voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Je veux l'affronter avec mes propres moyens. Dominique la regarda longuement. Sans surprise, sans déception, seulement du respect dans les yeux, il acquiesça. Très bien. Il appela un avocat le jour même, une femme d'âge mûr nommée Margaret Collins, aux cheveux gris, au regard perçant, réputée pour être l'une des meilleures avocates spécialisées dans les affaires de violence domestique à Chicago. Elle s'assit en face de Vivienne, écouta tout et nota chaque détail avec une précision minutieuse. Il vous faut des preuves, dit-elle, autant que possible. Et Vivienne les avait. Elle avait encore les dossiers médicaux de ses visites à l'hôpital, les fois où elle avait menti au médecin et dit qu'elle était tombée dans les escaliers. Elle avait encore les photos de ses bleus et de ses blessures, prises en secret pendant que Tyler dormait, sans savoir pourquoi elle les avait prises, sauf qu'une partie d'elle avait toujours su qu'un jour, elle en aurait besoin. Et elle avait toujours son journal intime, celui qu'elle tenait depuis 4 ans, caché sous une planche du parquet de la salle de bain, le seul endroit où Tyler ne regardait jamais. Chaque page correspondait à un jour. Chaque ligne était une blessure. Chaque mot était un appel à l'aide silencieux. L'avocate Collins examina les preuves et acquiesça. Cela suffit pour le mettre en prison, dit-elle, et cela suffit pour que vous obteniez une ordonnance restrictive permanente. Pendant que Vivienne se préparait pour la bataille juridique, Dominic s'occupait des choses à sa manière. Il ne lui en parla pas, mais elle savait. Tyler faisait soudainement l'objet d'une enquête des autorités fiscales pour suspicion d'évasion fiscale. Des informations sur des fraudes financières au sein de son cabinet d'avocats commencèrent à fuiter. Les clients partirent. Les associés retirèrent leur financement. La presse commença à enquêter. Tyler Brennan, l'avocat prometteur, s'effondrait lentement. Vivienne ne demanda pas à Dominique ce qu'il avait fait. Elle n'avait pas besoin de le savoir. Elle avait seulement besoin de savoir qu'il était de son côté. Un après-midi, alors que Vivienne était assise dans le salon en train d'examiner des documents avec l'avocate, Bella entra. La petite fille tenait une grande feuille de papier et s'approcha de Vivienne avec un regard timide mais déterminé. « J'ai dessiné ça pour Vivi », murmura-t-elle en lui tendant le dessin. Vivienne le prit et eut le souffle coupé. Le dessin représentait 5 personnes debout devant une grande maison, un homme grand aux cheveux noirs, 3 enfants au sourire radieux et une femme aux cheveux bruns au milieu, tenant les mains des enfants. Mais ce qui fit taire Vivienne, c'était la ligne griffonnée en haut de la feuille au crayon rouge. Notre ange. Les larmes coulaient. Vivienne ne pouvait les retenir. Elle pleurait, mais pas de douleur, ni de peur, mais du sentiment d'être aimée, acceptée, appelée ange par des enfants qui avaient perdu leur mère, des enfants qui avaient fermé leur cœur au monde. Bella paniqua en voyant Vivienne pleurer. « Vivi est triste. Je suis désolé. » Je ne voulais pas rendre Vivi triste. Vivienne la prit dans ses bras et la serra fort contre elle. « Non, ma chérie. Vivi n'est pas triste. Vivi est heureuse. C'est le plus beau dessin que Vivi ait jamais reçu. » Le lendemain, Vivienne signa la plainte contre Tyler Brennan pour violence domestique, agression volontaire et menace de mort. L'avocat Collins l'a soumise au tribunal et le combat a commencé. Le jour du procès, Vivienne s'est réveillée avant l'aube, l'estomac noué par le stress. Elle s'est tenue devant le miroir et a regardé le tailleur bleu marine que Dominique lui avait acheté. Le tissu était doux, la coupe précise, ajustée, comme si elle avait été faite sur mesure pour elle. Elle l'a enfilé, boutonnant chaque bouton un par un,
sentant le tissu se poser sur elle comme une armure. Elle n'était plus la femme en haillons recroquevillée à la gare routière cette nuit-là. Elle était la femme qui allait affronter son cauchemar et elle n'allait pas reculer. La salle d'audience était froide et solennelle. Le plafond était haut, les murs en chêne foncé et la lumière artificielle crue pesait sur l'atmosphère et rendait l'air lourd. Des bancs en bois dur étaient disposés en rangée. Le juge était assis au-dessus d'eux comme un instrument de jugement et le drapeau américain flottait silencieusement dans un coin. Vivienne entra, le cœur battant à tout rompre. L'avocat Collins se déplaçait à ses côtés, calme et professionnel. Derrière Vivienne, elle savait que Dominique était assis au dernier rang, les yeux rivés sur elle, même si elle ne se retournait pas pour le regarder. Puis elle le vit. Tyler était assis à la table de la défense, vêtu d'un costume gris coûteux, les cheveux soigneusement peignés, le menton levé, deux avocats assis à ses côtés, les meilleurs que l'argent pouvait acheter. Même sous le coup d'une enquête, même avec l'effondrement de son entreprise, Tyler affichait toujours la confiance d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. Lorsque Vivienne passa devant lui, il leva les yeux. Ses yeux bleus glacés la fixaient avec ce mépris familier, le coin de sa bouche relevé en un petit sourire provocateur, comme pour lui dire qu'elle n'avait aucune chance. Vivienne sentit un vieux frisson lui parcourir l'échine, mais elle ne baissa pas la tête. Elle ne détourna pas le regard. Elle soutint son regard et se dirigea vers son siège. L'audience commença. L'avocat de Tyler prit la parole en premier, d'une voix mielleuse. Il nia toutes les accusations. Il n'y avait eu ni violence ni menace. Vivienne Cole était mentalement instable, avait des antécédents de dépression et avait abandonné son foyer sans raison. Mon client est la victime ici, déclara l'avocat. Sa femme l'avait trompé, s'était enfuie et essayait maintenant de salir la réputation d'un homme bien pour son profit personnel. Viven sentit le rouge lui monter aux joues. Infidèle, mentalement instable. Les mensonges familiers que Tyler avait toujours utilisés pour la contrôler. L'avocat Collins se leva sans montrer la moindre émotion. J'appelle le témoin principal, Vivienne Cole. Vivienne se leva. Ses jambes semblaient lourdes comme du plomb, mais elle se dirigea vers la barre des témoins. Elle posa la main sur la Bible et jura de dire la vérité. Toute la vérité. Puis elle s'assit face à la salle d'audience. Ses mains tremblaient, mais sa voix restait ferme, et elle commença à raconter. Depuis le début, depuis le jour du mariage où elle croyait être la femme la plus heureuse du monde, jusqu'à la première nuit où il l'avait frappée et où elle était trop choquée pour croire que cela venait d'arriver, jusqu'aux années qui suivirent, où la violence devint monnaie courante. Quand elle a appris à cacher ses bleus avec du maquillage, quand elle a appris à mentir au médecin, à mentir à sa famille, à mentir même à elle-même. Elle parla de ses deux grossesses. Sa voix s'est brisée lorsqu'elle a parlé du premier enfant, perdu après avoir été poussée dans les escaliers, et du second, perdu alors qu'elle gisait seule sur le sol de la salle de bain, tandis que son mari était assis dans la pièce voisine à regarder la télévision et disait qu'elle ne valait pas l'argent de l'hôpital. La salle d'audience est devenue silencieuse. L'avocat Collins a présenté des preuves, des dossiers médicaux de 5 admissions à l'hôpital, des photographies des blessures, des pages de journal intime relatant chaque jour de cet enfer. Le juge a examiné chaque document, le visage impassible, les yeux s'assombrissant à mesure que le dossier s'étoffait. Puis les témoins furent appelés. La première à témoigner fut Martha, une ancienne voisine de Pennsylvanie. Tremblante, elle raconta à la cour les nuits où elle entendait des cris provenant de la maison voisine, le bruit d'objets qui se brisaient, des pleurs étouffés. « J'ai appelé la police 2 fois, dit-elle. Mais quand ils arrivaient, elle disait toujours que tout allait bien. Je savais que tout n'allait pas bien. Je ne savais tout simplement pas quoi faire d'autre. Puis vinrent 2 autres femmes, Jennifer et Amanda, anciennes compagnes de Tyler, qui avaient également été victimes. Leur récit concordait d'une manière qui refroidit l'atmosphère de la salle. Le même type de violence, le même type de contrôle, le même type de reproche. Tyler commença à perdre son sang-froid. Viven le vit à la façon dont il se redressa sur sa chaise, à la façon dont ses doigts tapotaient de la table, à la façon dont il serrait les mâchoires. Le masque parfait se fissurait. Et quand Amanda a décrit la nuit où il l'avait presque étranglé à mort, Tyler a craqué. Il s'est levé d'un bond, le visage rouge, les yeux rivés sur Vivienne. « Elle ment », a-t-il crié, sa voix résonnant dans la salle d'audience. « Ils mentent tous. Elle n'a rien. Elle m'appartient. »
La salle d'audience s'est mise à murmurer. Les avocats de Tyler ont essayé de le retenir, mais il les a repoussés. Il pointa Vivian du doigt, les yeux exorbités. Tu es à moi, Vivien. Tu seras toujours à moi. Le juge frappa son marteau, dont le bruit retentit comme un coup de tonnerre. Silence. L'accusé s'assiera immédiatement ou sera expulsé. Tyler resta debout, haletant, la poitrine haletante, puis il s'assit. Mais il était trop tard. Tout le monde avait vu son vrai visage, la folie, la possessivité malsaine, la rage qu'il avait cachée derrière son charme raffiné pendant des années. Vivienne le regarda et, pour la première fois, elle n'avait pas peur. Elle ne voyait qu'un homme pathétique s'effondrer devant tout le monde. La salle d'audience était silencieuse dans l'attente. Après l'éclat de Tyler, le juge avait demandé une suspension d'audience pour réfléchir à sa décision. Maintenant, tout le monde était de retour à sa place. L'atmosphère était lourde, comme avant l'orage. Vivian était assise au premier rang, le dos droit, les mains jointes sur ses genoux. Elle pouvait sentir Dominic derrière elle, sa présence comme une source invisible de force. Tyler était assis à la table de la défense, à nouveau calme en apparence, mais Vivian pouvait voir la tension dans les tendons saillants de son cou, dans le léger affaissement de ses épaules. Pour la première fois, ce n'était pas lui qui contrôlait la situation. C'était lui qui était jugé. Le juge entra. Un homme aux cheveux gris, au visage sévère, marqué par des milliers d'affaires. Tout le monde se leva, puis se rassit lorsqu'il prit de place. Il ouvrit le dossier, le parcourut une dernière fois, puis leva les yeux. La Cour a examiné toutes les preuves et tous les témoignages, dit-il d'une voix qui résonna dans toute la salle dans l'affaire Cole contre Brennan pour violence domestique, agression intentionnelle et menace de mort. Le cœur de Vivian manqua un battement. La Cour déclare l'accusé, Tyler Brennan, coupable. Coupable. Ce mot résonna dans la tête de Vivian comme un coup de cloche. Coupable. Après 4 années d'enfer, après avoir perdu 2 bébés, après d'innombrables nuits de terreur, quelqu'un avait enfin dit la vérité à haute voix. Tyler se figea. Son visage pâlit comme si tout son sang s'était retiré. Ses yeux bleus s'écarquillèrent d'incrédulité. Pour la première fois de sa vie, Vivian vit une véritable peur sur son visage. Le juge poursuivit d'un ton impassible. Le défendeur est condamné à 5 ans de prison pour violence domestique aggravée et agression intentionnelle. En outre, le tribunal émet une ordonnance restrictive permanente et accorde la demande du plaignant pour une dissolution immédiate du mariage. Il est interdit au défendeur d'approcher le plaignant, Vivian Cole, sous quelque circonstance que ce soit, directement ou indirectement, pour le reste de sa vie. Tyler balbutia quelque chose à ses avocats, mais il n'y avait plus rien à faire. Les huissiers de justice s'avancèrent et lui passèrent les menottes. Le cliquetis du métal résonne dans la salle silencieuse. Alors qu'ils le font passer devant Vivienne, Tyler s'arrête un bref instant. Il la fixe du regard, ses yeux bleus désormais remplis de haine, acérés et venimeux. Un regard qui promet que s'il en a un jour l'occasion, il ne lui pardonnera jamais. Avant, ce regard l'aurait fait reculer, l'aurait donné envie de disparaître, l'aurait convaincu qu'elle méritait toutes ses horreurs. Mais aujourd'hui, Vivienne se tenait droite. Elle croisa son regard sans trembler, sans crainte, sans baisser la tête. Puis elle parla, d'une voix basse qui ne s'adressait qu'à lui. « Tu ne me possèdes plus. » Elle laissa les mots s'imprégner avant de terminer. « Tu ne m'as jamais possédé. » L'œil de Tyler tressaillit, sa mâchoire se crispa. Il voulait dire quelque chose, crier, lui faire peur comme il l'avait fait tant de fois auparavant, mais les agents le poussèrent en avant. Vivienne regarda son dos disparaître derrière la porte et sentit un poids énorme lui être enlevé des épaules. L'audience était terminée. Les gens commencèrent à sortir. L'avocat Collins serra la main de Vivienne et la félicita pour sa victoire. Les journalistes tentèrent de s'approcher, mais Venn les en empêcha. Vivienne ne vit presque rien de tout cela. Elle sortit de la salle d'audience comme une somnambule et parcourut le long couloir jusqu'à un petit coin vide près d'une fenêtre. Et là seule, elle pleura. Les larmes coulaient sans discontinuer. Mais ce n'étaient pas des larmes de douleur, ni des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de soulagement, de libération, celles de quelqu'un qui venait d'être libéré après des années de captivité. Elle pleurait pour la jeune fille qui croyait en l'amour et qui avait été trahie. Elle pleurait pour les 2 enfants qui ne verraient jamais le jour. Elle pleurait pour les nuits terrifiantes, les bleus, les insultes.
Elle pleurait pour tout ce qu'elle avait perdu et pour tout ce qu'elle venait de récupérer. Une porte s'ouvrit doucement. Elle ne se retourna pas, mais elle savait qui c'était. Puis elle entendit le bruit rapide de petits pas. Léo courut vers elle et enroula ses bras autour de ses jambes. Vivi. Vivi avait gagné. Bella le suivit. Ses yeux semblaient indiquer qu'elle avait pleuré elle aussi. Elle tendit une fleur sauvage fanée qu'elle avait gardée dans sa poche toute la journée. Marco, le garçon de 9 ans aux yeux trop vieux pour son âge, s'avança. Il ne dit pas grand-chose. Il tendit simplement la main et prit celle de Vivien. « Tu as gagné, Vivi », dit-il d'une voix faible mais assurée. « Tu as gagné. » Vivien baissa les yeux vers les 3 enfants rassemblés autour d'elle, puis leva les yeux vers Dominique qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Son regard était chaleureux et fier. Elle avait gagné, non seulement contre Tyler, mais aussi contre la peur, contre le silence, contre cette partie d'elle-même qui croyait autrefois qu'elle ne méritait pas le bonheur. Et pour la première fois de sa vie, Vivienne Cole se sentait libre. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes se pressaient, ils attendaient à la porte. Les caméras et les micros étaient braqués sur les portes principales, comme des armes prêtes à frapper. Lorsque Vivienne sortit, les flashs crépitèrent et les questions fusèrent comme une pluie de grêle. « Mademoiselle Cole, comment vous sentez-vous? Avez-vous un message pour les autres victimes d'abus? Quelle est la prochaine étape? Quelle est votre relation avec la famille Rossi? » Vivienne cligna des yeux face à la lumière aveuglante, ses pieds vacillants sur les marches. Elle n'avait pas l'habitude d'être vue. Pendant 4 ans, elle avait appris à se rendre invisible. À présent, le monde entier la regardait. Mais avant que la panique ne s'empare d'elle, un petit corps se précipita vers elle. Puis, Léa, l'enfant de 4 ans se faufila entre les jambes des adultes et courut droit vers elle, enroulant ses bras autour de ses genoux. « Vivi est tellement courageuse », cria-t-il, sa petite voix claire résonnant dans la foule. Comme une super-héroïne. Les journalistes baissèrent leurs appareils photos pour prendre des clichés du garçon accroché à elle. Quelques personnes sourirent, la tension s'apaisa, juste un peu. Bella arriva ensuite, plus hésitante. Ses grands yeux ronds observaient la foule avec inquiétude. Mais elle marcha tout de même vers Vivienne et lui tendit une fleur sauvage qui commençait à se faner, celle qu'elle avait gardée toute la journée. « Pour Vivi », murmura-t-elle, « parce que Vivi a gagné. » Vivienne se pencha pour prendre la fleur, les yeux brûlants. Une petite marguerite sauvage aux pétales froissés, mais c'était le plus beau cadeau qu'elle ait jamais reçu. Puis Marco s'avança. Le garçon de 9 ans se tenait droit, les épaules ouvertes, le menton levé. Il regardait droit dans les caméras sans trembler, sans crainte, comme s'il était prêt à affronter le monde entier. « Elle n'a pas peur, » dit Marco d'une voix claire et assurée. « Elle fait partie de notre famille maintenant. » Les journalistes se turent un instant. Puis les déclencheurs se remirent à crépiter plus fort qu'avant. Ils photographièrent les 3 enfants debout autour de Vivien comme de petites gardes du corps, le visage déterminé, prêts à protéger la femme qu'ils avaient choisie comme membre de leur famille. Mais Vivienne ne regardait pas les journalistes. Elle regardait Dominique qui se tenait à l'écart. Il ne s'avança pas, il ne volait pas la vedette. Il se tenait simplement là, dans son costume noir, les mains dans les poches, les yeux bruns fixés sur elle, sans sourire. Mais avec chaleur, fierté et quelque chose de plus profond qu'elle n'osait pas encore nommer. Il lui fit un petit signe de tête, un seul, mais c'était tout ce dont elle avait besoin. Vane ouvrit un passage dans la foule et les conduisit à la voiture qui les attendait. Vivienne prit Léo dans ses bras, prit la main de Bella et les suivit. Marco marchait à côté d'elle, jetant de temps en temps un regard aux journalistes avec l'air las d'un homme adulte piégé dans le corps d'un enfant. Lorsque la portière de la voiture se referma, le bruit extérieur disparut d'un coup, ne laissant place qu'au silence. Personne ne parlait. Personne n'avait besoin de parler. L'air à l'intérieur de la voiture semblait libérateur, comme si tous avaient enfin expiré après avoir retenu leur souffle trop longtemps. Léo posa sa tête contre Vivien. Épuisé après cette longue journée, ses yeux se fermèrent. Bella était assise près de lui, toujours agrippée à la main de Vivien, refusant de la lâcher. Marco était assis à l'avant, silencieux, regardant par la fenêtre, mais ses épaules s'étaient détendues, elles n'étaient plus aussi rigides qu'à leur habitude. L'escalade roulait tranquillement dans les rues de Chicago. Vivienne regardait la ville défiler derrière la vitre.
Les grands immeubles, les arbres dénudés, les piétons pressés sur les trottoirs. Tout semblait identique à ce qu'il avait toujours été, mais pour elle, tout était différent. Elle n'avait plus besoin de courir. Elle n'avait plus besoin de regarder par-dessus son épaule pour voir si quelqu'un la suivait. Elle n'avait plus besoin de se réveiller la nuit, le cœur battant à toute rompre de peur. Tyler était derrière les barreaux et elle était ici avec des gens qui l'aimaient. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait libre, vraiment libre. Pas la liberté de s'échapper, mais la liberté de quelqu'un qui avait affronté le cauchemar et l'avait vaincu. Une main toucha doucement la sienne. Elle se retourna. Dominic était assis à côté d'elle, son regard doux dans l'obscurité de la voiture. « Bienvenue à la maison », dit-il doucement. « À la maison ». Ce mot la réchauffa alors qu'il résonnait dans son esprit. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait un endroit où aller, et elle était en route pour y retourner. Dans les semaines qui suivirent le procès, les choses changèrent subtilement. Rien de dramatique, aucun moment explosif, seulement de petits changements, comme de l'eau qui goutte sur la pierre, laissant lentement une trace. Dominic commença à rentrer plus tôt, non plus de temps en temps comme avant, mais presque tous les jours. Il trouvait des raisons de parler à Vivien, de lui poser des questions sur les enfants, sur le dîner, sur les livres qu'elle lisait, des questions ordinaires, mais pas la façon dont il les posait, pas la façon dont il la regardait pendant qu'elle les répondait, pas la façon dont il se tenait un peu plus près que nécessaire. Un après-midi, Vivienne était dans le jardin derrière le manoir, arrachant les mauvaises herbes et arrosant les rosiers que Lucia avait plantés autrefois. Elle n'entendit pas les pas. Elle ne réalisa qu'il était là que lorsque son ombre tomba à côté d'elle. Dominic s'agenouilla à côté d'elle, un sécateur à la main. « Laisse-moi t'aider », dit-il, comme si un parrain de la mafia s'occupant de Rose était la chose la plus normale au monde. Ils travaillèrent côte à côte, dans un silence confortable. De la terre collait à leurs genoux. Des gouttes de sueur perlèrent sur leur front, et aucun d'eux ne voulait s'arrêter. Le soir, ils cuisinaient ensemble. Rosa était toujours le cœur de la cuisine. Mais d'une manière ou d'une autre, Dominic et Vivienne trouvaient toujours quelque chose à faire l'un à côté de l'autre. Ils lavaient les légumes pendant qu'elle coupait les oignons. Ils remuaient la poêle pendant qu'elle goûtait et ajustait l'assaisonnement. Leurs épaules se frôlaient lorsqu'ils se croisaient. Leurs mains se touchaient lorsqu'ils attrapaient des cuillères et des assiettes. À chaque fois que cela se produisait, Vivienne sentait un petit courant électrique parcourir sa peau. Elle ne savait pas s'il le ressentait aussi, mais la façon dont il s'arrêtait un instant à chaque fois lui donnait la réponse. Après le dîner, Vivienne avait toujours été seule. Maintenant, Dominic était assis à côté d'elle sur le canapé. Léo était recroquevillé entre eux, Bella appuyée contre l'épaule de Vivienne. Marco était assis dans un fauteuil de l'autre côté de la pièce, faisant semblant de lire son livre, mais écoutant en réalité. Ils étaient assis suffisamment près pour qu'elle sente sa chaleur. Assez près pour qu'elle puisse sentir son parfum, le bois de santal et quelque chose d'autre qui n'appartenait qu'à lui. Et les regards, ces regards qui duraient un peu plus longtemps qu'ils n'auraient dû lorsqu'elle levait les yeux et le surprenait en train de la regarder. Quand il détournait le regard, mais pas assez vite, quand leurs yeux se croisaient et qu'aucun d'eux ne voulait être le premier à détourner les yeux. Un soir, après que les enfants se furent endormis, Dominic la conduisit dans le grand salon où un piano à queue noire brillant trônait silencieusement dans un coin. C'était celui de Luca, dit-il en effleurant le couvercle du bout des doigts. Elle aimait jouer tous les soirs. Depuis sa mort, personne ne l'a plus touché. Il s'assit sur le banc et tapota la place vide à côté de lui. « Laisse-moi t'apprendre, dit-il. » Vivien s'assit, le cœur battant plus fort pour une raison qu'elle ne voulait pas nommer. Dominic commença à jouer une douce mélodie, un morceau italien que Lucia adorait. Ses doigts couraient sur les touches avec l'aisance de quelqu'un qui l'avait joué 1000 fois. « Essaie, » lui dit-il. Vivien posa ses mains sur les touches, maladroitement. Elle ne savait pas jouer. Elle ne savait pas par où commencer. Puis sa main recouvrit la sienne, douce, chaude, guidant ses doigts au bon endroit. « Comme ça, » dit-il d'une voix plus basse que d'habitude. Vivien ne pouvait plus se concentrer sur le piano. Tout ce qu'elle pouvait sentir, c'était la chaleur de sa main, la proximité de son corps à côté d'elle, le souffle doux de son haleine contre ses cheveux. Quelque chose bougeait entre eux, puissant et indéniable. Ils le sentaient tous les deux, mais aucun d'eux ne le disait à voix haute.
Les enfants commencèrent à le remarquer, ou plutôt, les enfants commencèrent à dire ce que les adultes essayaient de ne pas dire. Un soir, au dîner, Léo demanda soudainement, « Vivi, tu vas épouser papa? » Vivienne faillit s'étouffer avec son verre d'eau. Dominique posa sa fourchette, le visage impassible. « Quoi? Papa et Vivi se regardent comme un prince et une princesse dans mon livre, » dit Léo avec une innocence totale. Comme ça. Il écarquilla les yeux et cligna des paupières de manière théâtrale. Bella se couvrit la bouche en gloussant. Même Marco dut détourner la tête pour cacher son sourire. Vivienne sentit le rouge lui monter aux joues. Elle n'osait pas regarder Dominique, mais lorsqu'elle jeta un coup d'œil furtif, elle vit que ses joues étaient également rouges. C'était la première fois qu'elle voyait cet homme puissant aussi mal à l'aise qu'un écolier. « Léo, tu ne devrais pas poser cette question. » Rosa intervint doucement, bien que ses yeux pétillaient de malice. Le dîner se poursuivit dans l'embarras, mais l'atmosphère n'était pas pesante. Elle était chaleureuse et pleine d'espoir. Cette nuit-là, après que Vivienne fut retournée dans sa chambre, elle entendit des pas s'arrêter devant sa porte. Elle savait qui c'était. Elle pouvait sentir sa présence à travers le bois, debout là, peut-être hésitant, peut-être se demandant s'il devait frapper. Son cœur battait à tout rompre. Elle voulait ouvrir la porte. Elle voulait le voir, mais elle ne le fit pas. Et il ne frappa pas. Au bout d'un moment, les pas s'éloignèrent. Ils savaient toutes les deux ce qui se passait entre eux. Ils n'étaient tout simplement pas encore prêts à le dire. Pas encore, mais bientôt. Un soir de fin de printemps, les enfants étaient endormis. Le manoir était plongé dans le silence. Seul le chant des grillons dans le jardin et la lumière de la lune qui filtrait à travers les fenêtres venaient de le troubler. Vivienne était assise dans le salon en train de lire lorsque Dominique apparut dans l'embrasure de la porte. Il ne portait pas son costume habituel. Il était vêtu d'une simple chemise noire aux manches retroussées, les cheveux légèrement ébouriffés, comme s'il les avait trop souvent passés en main. « Pourrais-tu venir dans le jardin avec moi un petit moment ?» demanda-t-il d'une voix plus douce que d'habitude. Vivienne ferma son livre, le cœur battant à tout rompre pour une raison qu'elle ne pouvait expliquer, et elle acquiesça avant de se lever pour le suivre. Le jardin derrière le manoir ressemblait à un rêve. De minuscules guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus des rosiers, projetant une lueur dorée et chaleureuse dans la nuit. Les fleurs étaient en pleine floraison, leur parfum sucré emplissait l'air. C'était le jardin que Lucia avait autrefois entretenu et que Vivien avait ramené à la vie au cours des derniers mois. Ils marchèrent en silence, leurs épaules se touchant presque, leurs pas légers sur le chemin de pierre. Vivien pouvait sentir la tension dans le corps de Dominique, la façon dont il respirait profondément, dont ses doigts se crispaient et se détendaient, comme s'il se préparait à quelque chose. Puis, il s'arrêta sous le grand érable où Marco s'était autrefois assis pour regarder la photo de sa mère. Il se tourna vers elle, ses yeux bruns foncés plongés dans la lumière du jardin. « 3 ans, commença-t-il d'une voix basse et lente. 3 ans depuis la mort de Lucia. J'ai vécu comme un cadavre ambulant. Je me réveille, je travaille, je rentre à la maison, je regarde les enfants, et je recommence sans sentiment, sans espoir, seulement avec un sentiment de responsabilité et de culpabilité. » Vivienne écouta sans l'interrompre. « Je suis fatigué, » continua-t-il. « Fatigué d'essayer de tout faire seul, fatigué de faire semblant d'être fort pour les enfants alors que je m'effondre à l'intérieur. J'ai l'impression de sombrer chaque jour un peu plus et que personne ne peut me remonter la pente. » Il la regarda et son regard s'adoucit. « Puis tu es arrivé, brisé comme moi, portant des blessures encore plus douloureuses que les miennes. Et d'une manière ou d'une autre, tu nous as remis sur pied. » Vivienne secoua doucement la tête. « Je n'ai rien fait. Je suis juste resté. » Dominique s'approcha d'un pas. « C'est exactement ce dont nous avions besoin. Quelqu'un qui reste. Quelqu'un qui ne s'enfuit pas quand elle apprend qui nous sommes. Quelqu'un qui voit les enfants comme des enfants, et non comme les fils et la fille d'un parrain de la mafia. Quelqu'un qui me voit comme un homme, pas comme un criminel. » Le cœur de Vivien battait si fort qu'elle craignait qu'il puisse l'entendre. Dominique se tenait maintenant devant elle, assez près pour qu'elle puisse voir la barbe naissante sur sa mâchoire, les fines rides près de ses yeux. « Je n'ai plus besoin d'une nounou, » dit-il d'une voix basse et assurée. « Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'aider à élever mes enfants. » Vivienne déglutit. « Alors, de quoi avez-vous besoin? » Dominique soutint son regard.
une partenaire, quelqu'un qui marche à mes côtés. Dans cette vie, dans cette obscurité, je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que mon monde est dangereux. Je sais que je ne mérite pas quelqu'un comme vous, mais je suis égoïste. Je veux que vous restiez. Il tendit la main vers elle et la prit, doucement, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Reste, non pas en tant qu'employé, mais en tant que mienne, en tant que celle des enfants, en tant que nôtre. Vivien sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle regarda dans les yeux de l'homme qui se tenait devant elle. L'homme qui l'avait sauvée cette nuit glaciale, qui lui avait donné un foyer, une famille, une raison de continuer. Elle ouvrit la bouche pour répondre, puis la porte arrière s'ouvrit brusquement dans un grand fracas. « Dis oui, Vivi. » Trois voix s'écrièrent en même temps. Léo surgit le premier, en chaussettes et pyjama de super-héros. Bella le suivit, serrant son ours en peluche, les yeux brillants. Et Marco se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, mais la bouche esquissant un sourire. « On a tout entendu !» cria Léo en courant se jeter dans les jambes de Vivien. « Papa aime Vivi. Vivi doit dire oui. » Dominique regarda les enfants, partagés entre l'agacement et l'amusement. « Je vous avais dit d'aller dormir. On n'arrivait pas à dormir, » dit Bella doucement en s'approchant. On voulait savoir si Vivi allait rester pour toujours. Marco finit par s'avancer pour rejoindre son frère et sa sœur. Il regarda Vivienne, le regard assuré pour quelqu'un d'aussi jeune. « Tu fais déjà partie de notre famille, Vivi, » dit-il. « Tu n'as plus qu'à le dire à voix haute. » Vivienne regarda les trois enfants qui la regardaient avec des yeux suppliants, puis Dominique qui se tenait là, toujours en lui tenant la main, l'espoir et une trace d'inquiétude dans les yeux, et elle connut la réponse. Elle la connaissait depuis longtemps. Vivienne regarda les enfants, regarda Dominique et sourit à travers ses larmes. Trois petits visages l'attendaient, les yeux brillants sous les lumières du jardin, et l'homme debout devant elle lui tenait toujours la main, le regard plein d'espoir et d'amour. Elle n'avait plus besoin de réfléchir. La réponse vivait dans son cœur depuis longtemps. « Oui, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Oui, je le veux. » Léo bondit, les deux bras levés, comme s'il venait de marquer le but de la victoire. Elle a dit « oui », dit-elle. « Oui. » Bella se précipita et s'accrocha aux jambes de Vivienne, pleurant et riant en même temps. Et Marco, le garçon de 9 ans qui avait construit une forteresse autour de son cœur, sourit enfin. Pas un sourire crispé et poli, mais un vrai sourire, radieux, comme si le soleil s'était levé après 3 ans de nuit. Dominique la prit dans ses bras et la serra contre lui, et elle sentit son cœur battre aussi vite que le sien. Les enfants se pressèrent dans l'étreinte, transformant celle-ci en un cercle chaleureux de 5 membres de la famille. Quelques semaines plus tard, le mariage eut lieu dans le jardin derrière le manoir. Ce ne fut pas une célébration somptueuse avec des centaines d'invités. Ce fut une petite cérémonie intime sous un coucher de soleil couleur miel et des guirlandes de lumière scintillantes. Les invités se limitaient à Rosa, Vin, quelques proches de Dominic et l'avocate Collins, la femme qui avait aidé Vivienne à retrouver sa liberté. Vivienne portait une robe blanche simple, sans pierres ni dentelles compliquées, seulement de la soie douce qui tombait comme de l'eau et révélait une beauté douce qu'elle ne se savait pas posséder. À son cou, la bague en argent de sa mère pendait à une chaîne délicate reposant sur son cœur. Sa mère n'était pas là, mais Vivienne savait qu'elle la regardait de quelque part. Avant le début de la cérémonie, les 3 enfants s'approchèrent d'elle, chacun portant un cadeau. Marco arriva le premier. Il lui tendit un fin collier en argent avec un petit pendentif en forme de cœur. « Ainsi tu auras toujours quelque chose de nous, » dit-il d'une voix calme mais sincère. Je l'ai acheté avec mes économies. Vivienne le prit, les larmes aux yeux, et le mit immédiatement à côté de la bague de sa mère. Bella vint ensuite, tenant une couronne de fleurs faite à la main, tissée à partir de marguerites sauvages et de rubans colorés. « Des couleurs pour les jours tristes, » dit-elle. « Quand Vivi se sent triste, regarde ça. » Vivienne plaça la couronne sur sa tête et se sentit comme une reine. Léo fut le dernier à arriver. L'enfant de 4 ans arriva en courant, brandissant une couronne faite de carton et de paillettes. « Pour notre reine, » s'écria-t-il fièrement, « c'est moi qui l'ai faite. Papa m'a seulement aidé à coller les paillettes. » Vivienne s'agenouilla et l'enlaça. C'est la plus belle couronne du monde. La cérémonie commença lorsque le soleil toucha l'horizon.
Viviane traversa la pelouse verte avec un bouquet de roses provenant du jardin qu'elle avait entretenu pendant des mois. Les trois enfants marchaient au devant, semant des pétales. Dominique attendait sous une tonnelle fleurie, vêtue d'un costume noir, les cheveux soigneusement peignés, mais le regard plus doux que jamais. Lorsqu'ils se sont retrouvés face à face, le pasteur leur a demandé leurs vœux. Dominique lui a pris la main et l'a regardé droit dans les yeux. Je jure de toujours me tenir entre toi et le monde. Je jure de te protéger à tout prix, de t'aimer en toutes circonstances et de ne jamais te laisser seul. Tu n'auras plus à te battre seul. À partir de maintenant, je me battrai à tes côtés. Vivien serra sa main, la voix tremblante mais assurée. Je jure de rester dans la lumière, dans l'obscurité et dans tout ce qui se trouve entre les deux. Je jure d'aimer ces enfants comme s'ils étaient les miens. Je jure de ne plus jamais fuir, car pour la première fois, j'ai trouvé ma place. Le pasteur les déclara mari et femme. Dominique se pencha et l'embrassa, doucement, tendrement, plein de promesses. Les applaudissements fusèrent. Léo applaudit. Bella pleura. Marco se tenait là, souriant. Ses yeux étaient humides eux aussi, même s'il ne l'auraient jamais admis. Cette nuit-là, après le départ des invités, après que les enfants se furent endormis, Viviane se tint seule dans le jardin, regardant la maison illuminée où l'attendait son mari, où ses enfants faisaient de beaux rêves. Elle pensa à la jeune fille recroquevillée à la gare routière cette nuit de novembre, en haillons, affamée, désespérée, convaincue qu'il ne restait plus rien qui valait la peine d'être vécu. Viviane était arrivée ici les mains vides, brisées, vides, perdues, et il lui avait tout donné. Non pas en la sauvant, mais en la laissant se sauver elle-même. Elle s'appelait désormais Viviane Rossi, et pour la première fois de sa vie, ce nom lui appartenait vraiment, car parfois, la pire chose qui vous arrive est précisément celle qui vous ramène chez vous. L'histoire de Viviane était terminée, mais son message continuerait de résonner. C'est une histoire de résilience, de ne jamais perdre espoir, même dans les moments les plus sombres. Viviane a prouvé que le passé ne nous définit pas, que les blessures peuvent guérir et que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais aussi les personnes qui choisissent de rester ensemble. Si vous traversez une période difficile, rappelez-vous que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. N'ayez pas peur de sortir de l'ombre, n'ayez pas peur de faire à nouveau confiance. Et ne croyez jamais que vous n'êtes pas digne d'amour. Nous voulons connaître votre histoire. Comment cette histoire vous a-t-elle touché? A-t-elle un lien avec votre vie réelle? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Chaque histoire, chaque commentaire que vous laissez est une puissante source de motivation qui nous aide à continuer à proposer des contenus significatifs. Si vous avez trouvé cette histoire émouvante et significative, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo avec vos proches. Votre soutien nous aide à continuer à créer chaque jour des histoires apaisantes. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, une bonne santé, du bonheur et la paix dans votre vie. Où que vous soyez, quoi que vous traversiez, rappelez-vous qu'après la pluie, le ciel s'éclaircit et que chaque fin est un nouveau départ. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.